Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si le micro fonctionne, si quelqu'un peut me faire signe. Euh, c'est bon, vous m'entendez? Donc, je suis Sylvie Benzoni, à la fois la directrice de cet institut Henri Poincaré et la responsable, comme on dit dans le jargon, responsable scientifique et technique de Carmin. Donc, Carmin, qui est un laboratoire d'excellence, qui a démarré en un temps reculé, où les 4 directeurs des instituts qu'il compose, qui sont en l'occurrence le CIMPA, donc Centre international de mathématiques pures appliquées, le CIRM, Centre international de rencontres mathématiques, l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques et donc l'Institut Henri Poincaré. Les 4 directeurs étaient différents à cette époque-là. Et aujourd'hui, donc, nous sommes les 4 directeurs actuels et nous sommes vraiment ravis d'avoir cet événement Carmin. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'événements vraiment spécifiquement Carmin dans le passé. Celui-ci en est un et c'est pas des moindres puisque c'est pour le lancement de cette plateforme audiovisuelle qui nous occupe depuis pas mal d'années, qui a également occupé les précédents directeurs, Patrick Foulon qui est dans la salle en particulier. Et voilà. Donc, celui qui est le plus ancien parmi nous, c'est Emmanuel Hulmeau. Donc, je vais lui passer la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis Emmanuel Hulmeau, je dirige l'IHES. Donc, c'est très impressionnant pour moi de voir arriver Carmin parce qu'on en a discuté pendant des années. On a juré, promis que ça sortirait il y a déjà 5 ans, 4 ans, 3 ans, 2 ans. Et le voir arriver pour de vrai, là, c'est quand même un peu bien. Donc, moi, je suis arrivé 2 ans après peut-être la création du LabEx Carmin, mais c'était déjà dans le projet Carmin. La grande chose à réaliser, c'était cette plateforme de vidéo-diffusion. Et on était peut-être très naïf quand on a commencé. On ne se rendait peut-être pas compte du niveau de complexité de la chose. On n'avait pas les idées claires. On s'est empaillé sur plein de choses. Mais il y avait quand même cette motivation de créer un objet qui pourrait être vraiment utile à la communauté mathématique en France ou au-delà, et qui, au départ, fédère, au moins regroupe les vidéos de nos institutions, mais peut-être à terme à vocation de regrouper un peu l'ensemble des vidéos de la communauté mathématique, disons, française. Et on a mis du temps à trouver la bonne manière de fonctionner, de mettre en place les bons objets, trouver le bon développement, de faire quelque chose qui pourrait ressembler à un réseau social si on y arrivait. On n'est pas au bout, mais on pense qu'on a au moins quelque chose de présentable et qui est déjà utile. Et on va essayer de le faire vivre. Et voilà, on espère vous montrer des choses un peu jolies et que les gens prennent l'habitude d'aller sur carmin.tv. Voilà. Donc, je rends la parole. Merci. Alors, comme j'ai déjà parlé, je ne vais pas non plus m'éterniser. Je voudrais juste dire, quand je suis arrivée, moi, en 2018, donc il était question de renouveler Carmin, puisqu'on était arrivé à la fin de la première phase. Et donc, on a dû faire un dossier. Dans ce dossier, on a promis des choses, dont Carmin TV, avec qui devaient participer à 3 piliers essentiels, qui étaient la participation à mettre en valeur tout ce qui est échange scientifique au niveau de la recherche, participer aussi à la formation à et par la recherche et participer à la diffusion des mathématiques aussi, de la recherche mathématique plus généralement. Donc, j'espère que vous serez convaincus que Carmin TV, effectivement, remplit un rôle important sur ces 3 objectifs. Et voilà, et donc je vais quand même maintenant passer la parole alors peut-être à Pascal et ensuite à Christophe. Voilà, donc je passe la parole à Pascal qui est le directeur du CIRM. Merci Sylvie. Donc moi je me sens un peu comme le passager clandestin qui est monté dans le bateau à la dernière escale. Donc le CIRM a été très impliqué dans le projet Carmin.tv, mais il faut mettre ça à l'actif de Patrick Foulon qui a tout fait dans ce projet pour le CIRM et pas au mien. Et puis à l'équipe, donc Stéphanie, Nathalie,
et bien d'autres. Donc moi, je ne suis arrivé qu'à la toute fin, donc je veux les remercier eux. Et si je comprends bien, le CIRM a souvent été précurseur, donc en créant sa bibliothèque audiovisuelle avec des métadonnées, des films de qualité. Merci à Guillaume. Et puis tout un tas d'idées qui ont été repris dans Carmin.tv. Donc en tant que matheux, donc moi je ne peux être que ravi d'un tel projet. Donc il y a des mathématiciens qui apprennent en lisant et qui aiment lire. Moi je ne sais pas lire, mais par contre je sais écouter. Et donc pour des profils comme moi, Carmin.tv est particulièrement important. Et puis ça va être aussi un outil absolument formidable pour les jeunes et pour les collègues qui sont dans des pays moins favorisés, donc qui ne peuvent pas assister à de belles conférences comme celles que l'on donne chez nous. Donc ce sont des maths qui sont vivantes et qui sont à la disposition de toutes et de tous. Donc ça, c'est le présent. Maintenant, il faut néanmoins penser à l'avenir. Carmin.tv doit être pérenne et, comme le disait Emmanuel, doit élargir son périmètre. Dans beaucoup de laboratoires, d'instituts, il se crée de très belles vidéos et je pense qu'elles ont vocation à se retrouver sur Carmin.tv. C'est déjà le cas, n'est-ce pas, Fabien, pour les vidéos de la Société mathématique de France. Et à mon sens, il faudra, dans le futur, structurer les collections et mettre en avant certaines pour aider le public. On peut aussi penser à ajouter d'autres fonctionnalités. On a déjà dû à notre geek qui a rajouté des fonctionnalités bien utiles, mais je pense qu'on peut encore aller plus loin. Et donc, bref, la plateforme naît aujourd'hui, mais il faut qu'elle continue à grandir et à remplir son rôle, c'est-à-dire à faire vivre les maths et à garder la mémoire de beaux événements scientifiques. Voilà. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, moi, je vais beaucoup parler, en tout cas, parler un peu plus à la table ronde, donc je vais être bref. Alors, si Pascal se sentait comme un passager clandestin, moi, je crois que je suis le passager clandestin de son radeau. Parce que, donc, avec le Sympa, on est arrivé aussi assez tard dans la manœuvre, en tout cas moi, personnellement. Et puis surtout, le Sympa, nous, au départ, on n'avait pas vraiment de contenu à mettre sur Carmin.tv. En fait, ça s'est développé très tardivement. On s'est rendu compte que c'était un outil formidable, en particulier en temps de pandémie, pour continuer nos activités. Donc, on a commencé à développer massivement ces données. Et puis maintenant, si vous allez jeter un coup d'œil sur Carmin, vous allez voir qu'on a effectivement déjà pas mal de cours à proposer. Et comme Pascal le disait, c'est un formidable outil pour tous les gens qui sont dans des pays en développement, qui n'ont pas forcément la multitude de contenus accessibles en direct dans des universités ou des instituts autour de chez eux. Et on espère que ça va vraiment, en tout cas, prendre et exploser et que ça va être beaucoup plus connu dans ces pays-là à l'avenir. Et nous, en tout cas, de notre côté, on va continuer à développer du contenu dans cette direction. Voilà, en tout cas, c'était pour moi une formidable expérience d'être avec vous trois pendant, en tout cas, ce début. Alors, je pense qu'on n'a pas fini, hein, comme tu le rappelais, Sylvie. On a encore du boulot sur la planche. Mais en tout cas, c'était une chouette aventure jusque-là. Alors, du coup, je vais faire on va ensuite vous présenter la vidéo de lancement. Peut-être j'ai quand même oublié de dire qu'il y a eu effectivement pas mal d'années, comme a dit Emmanuel. Il y a eu un élément assez déterminant, c'est l'arrivée de Maria Podkopayeva comme chef de projet et qui a beaucoup travaillé sur le projet et aussi a préparé cette soirée avec un certain nombre de personnes, dont Julie Dubois qui doit être par ici. Voilà. Et donc, je remercie évidemment toutes les personnes, et je ne vais pas me risquer à citer tout le monde qui contribue au succès, je l'espère, de cette plateforme. Donc, je crois que c'est peut-être le moment de lancer la vidéo. C'est ça? Allez, merci. Les mathématiques évoluent depuis des siècles, tout comme la manière de transmettre et partager les connaissances.
Aujourd'hui, les vidéos scientifiques sont accessibles partout. Pourquoi ne pas les trouver au même endroit? Carmin TV est une plateforme audiovisuelle pour les scientifiques du monde entier. Découvrez un outil unique de conservation et de diffusion des mathématiques et leurs interactions. D'hier, d'aujourd'hui et de demain, conçu par 4 centres internationaux de mathématiques basés en France. Carmin TV est en libre accès. Alors, plongez dans le bouillon de mathématiques. Accédez à un catalogue de milliers de cours, conférences et interviews de qualité. Téléchargez-les et poursuivez vos recherches où que vous soyez. Jetez-y un coup d'œil. Grâce à un moteur de recherche adapté, vous trouverez en quelques clics des contenus pertinents enrichis de mots-clés et d'autres ressources sélectionnées pour approfondir vos recherches. Passez moins de temps à naviguer et davantage à apprendre. Êtes-vous prêt à explorer? Carmin TV, les mathématiques vivantes. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. Maintenant, il va falloir y aller. Et la suite du programme de cette soirée, c'est une table ronde, donc animée par Christophe Metzenthal, avec un certain nombre d'invités qui nous ont fait le plaisir d'accepter l'invitation, qui sont un peu dispersés dans la salle et qui, je pense, vont rejoindre les sièges qui leur sont réservés. Donc oui, je vous invite à me rejoindre. Bon, a priori, il n'y a pas de côté privilégié. Hein. Vous pouvez vous mettre comme bon vous semble. Je vous ferai passer le micro à tour de rôle. OK. Eh bien, rebonsoir. Et moi, je suis ravi que vous soyez là, soit ici dans cette salle, soit à distance, pour parler avec nous autour de cette table ronde qu'on a intitulée de manière un petit peu provocative, peut-être, « À quoi sert Carmin TV ?» Alors, je peux en parler librement, puisqu'apparemment, les fondateurs ne sont pas là. Comme tout bon mathématicien qui se respecte, en fait, ils se sont d'abord ingéniés à créer l'objet et ensuite à se demander si ça servait à quelque chose. Alors, on se doutait que ça allait servir à quelque chose, effectivement, puisque, par exemple, Nathalie Gragnotier, qui est avec nous ce soir, m'avait dit il y a déjà quelques années de ça que les mathématiciens et les mathématiciennes, en fait, on est comme des écureuils. On adore, en fait, collecter des masses de données parce qu'on ne sait jamais, ça peut servir. Donc, aujourd'hui, avec Carmin TV, en fait, et cette inauguration qu'on a ce soir, ça sera un peu plus un prétexte pour essayer de comprendre un petit peu les enjeux, les difficultés, mais également peut-être les améliorations qu'on peut avoir autour d'un média en recherche qui est celui de la vidéo. Mais aussi, on va aller peut-être un petit peu plus loin ce soir dans les discussions, et puis on va parler un petit peu des nouvelles formes de collaboration, que ça puisse être les blogs, les plateformes collaboratives genre Math Overflow, ou aller peut-être même jusqu'à évoquer les nouvelles relations, on a des exemples, très récemment, encore la semaine dernière, qui se lient entre l'homme et la femme mathématicienne et la machine. Par ailleurs, je pense que beaucoup d'entre vous, en raison de la pandémie, ont été usagers ou productrices de contenu vidéo, peut-être malgré eux. Et en tout cas, même si vous n'avez pas réussi à mettre forcément des mots, vous avez un ressenti par rapport à cette expérience. Donc ça, c'est aussi quelque chose de bien. Aujourd'hui, autour de cette table, autour de moi, on a beaucoup de gens qui viennent d'horizons un peu divers et qui pourraient peut-être nous aider en fait, à désenclaver un petit peu cette question, en tout cas à élargir notre champ de notre expérience personnelle et aller au-delà pour essayer de voir qu'est-ce que ça engendre, quelles sont les difficultés de produire ce genre de contenu.
Alors, je vais vous les présenter rapidement par ordre alphabétique. Alors, on a Ricardo Brasca, voilà, donc, qui est maître de conférence en mathématiques à l'Université de Paris et qui est intéressé en particulier par ce qu'on appelle les mathématiques formalisées et avec certains outils comme Lean. Ensuite, on a Salomé Cogent, donc, qui est maîtresse de conférence à l'Université de Grenoble et qui travaille dans le laboratoire de recherche sur les apprentissages en contexte et dont la spécialité est donc les apprentissages sous forme vidéo. Je résume à peu près. Vous pourrez nous en dire plus précisément par la suite. À côté d'elle, il y a Guillaume Enfant, donc, qui est réalisateur audiovisuel et directeur chez le Chromophore. Alors, la vidéo que vous venez de voir est en particulier issue de son entreprise. Donc, et lui travaille également au CIRM. Donc, la plupart des vidéos que vous pouvez trouver sur la plateforme ont été réalisées ou en tout cas supervisées par lui. Donc, il nous parlera un petit peu aussi des difficultés techniques qui existent derrière ce genre de réalisation. Nathalie Granotier, donc, qui elle est responsable des ressources documentaires, voilà, au CIRM. Et donc, il nous parlera effectivement de ce qu'on peut rencontrer comme intérêt à une plateforme comme Karma TV, mais aussi comme difficulté dans les questions d'archivage. Ensuite, David Mador, donc, qui est, lui, maître de conférence en mathématiques à l'université à Télécom Paris Tech, et qui a en particulier un blog, alors qui parle de beaucoup de choses, mais qui parle aussi de mathématiques et qui pourra peut-être nous dire des choses sur les nouvelles formes de discussion dans la communauté mathématique. Et qui participe énormément à Math Overflow. Et enfin, Olga Paris-Romaskevich, qui est donc chargée de recherche en mathématiques à l'Université Aix-Marseille et qui est intéressée donc, par les relations qui existent entre les mathématiques, l'art et la société. Voilà, alors comment est-ce qu'on va structurer le débat? Donc, ça va être à peu près 1 heure où je vais leur poser différentes questions. Alors, ça va être 1 heure selon qu'ils sont plus ou moins bavards sur ces questions. Où on va commencer par partir un petit peu des intérêts qu'on peut trouver à la plateforme. Et après, on va parler des limitations pour aller au-delà vers les aspects des améliorations et des nouvelles formes de collaboration. Et dans un second temps, donc, on prendra vos questions dans la salle et s'il y a des questions également en ligne qui seront relayées par Maria. Voilà. Alors, donc, peut-être pour commencer, une question à la cantonade pour vous tous et toutes. Est-ce que déjà, vous avez utilisé des vidéos pour vous former ou vous informer dans votre domaine de spécialité? Et si oui, quels sont les intérêts que vous y avez trouvés par rapport à un événement qui aurait eu lieu en présence? La parole est à celui ou celle qui la prend. Hop. Bon, bonjour. Ouais, moi, effectivement, pour apprendre à utiliser Lean, bon, c'est un assistant d'épreuve, mais bon, ce n'est pas trop important pour ma réponse. J'ai regardé des vidéos sur Internet où c'était un cours pour étudiants. Et l'intérêt pour moi de regarder les vidéos, c'est qu'en fait, quand ils ont fait les vidéos, moi, je n'étais pas du tout intéressé aux assistants d'épreuve. Donc, j'ai pu regarder 1 an après. Et donc, si ce n'était pas filmé, j'aurais pu pas les faire. Donc, pour moi, l'intérêt, c'était que les vidéos sont restées quelque part. Donc, sont restées accessibles pour moi et pour tout le monde 1 an après la conférence. Moi, j'ai appris les maths en parlant avec des gens. J'ai étudié à l'Université d'État de Moscou et quand j'étais en train d'étudier, je pense que j'utilisais quasiment pas Internet pour apprendre les maths. J'utilisais mes notes de cours et je parlais avec des gens. Si j'avais une question, je trouvais une personne qui pourrait me répondre, un professeur, une professeure ou un collègue de classe. Et je pense que j'ai commencé à regarder des vidéos quand je suis venue en France pour ma thèse en 2013. Notamment, j'ai regardé beaucoup les vidéos de l'école des mathématiques contemporaines qui s'appelle Dubna, à Dubna. Et en fait, pour moi, c'était surtout de garder le lien avec les mathématiques russes. Et en fait, il y a un site qui s'appelle Matnet, matnet.ru, qui, je pense, peut servir aussi d'inspiration à Karma TV. Sur ce site, il y a des vidéos, des conférences et des exposés qui se passent en Russie. Il y a aussi des pages
web des chercheurs et chercheuses. Donc, il y a une page avec les articles recensés et aussi les vidéos des exposés et des conférences auxquelles ce chercheur a parlé. Et pour certains, il y a des vidéos. Donc, c'est assez complet. Il y a beaucoup de conférences auxquelles on peut assister. Et moi, je regardais beaucoup ces vidéos de l'école mathématiques Contemporaine qui s'adresse aux étudiants à la fin du lycée et aux premières années d'université en mathématiques. Et je continue à les regarder. Ça fait 10 ans et je continue à les regarder. Parfois, je vais à l'école en vrai. Mais pour moi, c'est à la fois pour garder le lien avec la culture mathématique russe et à la fois pour apprendre des maths, pour accéder aux cours qui sont souvent les cours 4 cours de 70 minutes, donc quelque chose d'assez approfondi pour élargir ma culture générale en mathématiques. Donc ça, c'est un des usages que j'ai. Et après, pour ma recherche, après ma thèse, j'ai dû un peu changer de domaine de recherche. Donc, je continue à apprendre des choses en regardant les vidéos. Notamment, je regarde les vidéos de mes collaborateurs parfois qui font des exposés parce que je n'étais pas là il y a 10 ou 20 ans. Et une autre façon d'utiliser la vidéo, quand je parle avec, ça c'est venu assez récemment, les dernières années, je parle avec mes collaborateurs sur Zoom, j'enregistre et après je réécoute. Si je ne suis pas très rapide, je peux réécouter, arrêter et réfléchir sur ce que les gens ont dit. C'est un outil en fait pour moi de travail qui ne remplace pas la discussion en vrai et la réflexion avec le papier et le crayon, mais qui ajoute en fait à la pratique de recherche. Salomé? Alors, moi, c'est marrant parce qu'en ce moment, je suis en train de suivre un MOOC, justement, et l'intérêt, alors j'ai mis du temps, étonnamment, alors que je travaille sur les vidéos pour l'apprentissage, mais j'ai mis du temps à me mettre au MOOC. Et l'intérêt premier que j'y vois, c'est que c'est pour continuer, moi, à me mettre à jour sur mes connaissances. Et c'est un MOOC qui est donné par un grand nom, en fait, du domaine. Je n'aurais pas pu suivre ce cours-là parce que c'est sur plusieurs semaines, plusieurs séances, et pendant que je travaille, ce n'était pas possible de me déplacer. Alors, c'est à Paris, en l'occurrence, j'y suis, mais ce n'était pas possible de me déplacer tout le temps à Paris pour suivre tous ces cours. De la même manière, l'inviter pour qu'il nous fasse une conférence aurait été forcément beaucoup plus court, beaucoup plus réduit, et ça n'aurait pas forcément été possible non plus. Donc, l'intérêt que je vois à ça, c'est d'avoir accès à de l'information qu'on n'aurait pas eu autrement par des grands noms. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup lu, et ben là, je peux l'écouter, et c'est plus approfondi, c'est des angles différents, et ça permet cette flexibilité-là de ne pas avoir à se déplacer, de ne pas avoir à… voilà, on peut suivre un cours d'un expert du domaine. Alors, là, en l'occurrence, il est français, mais on peut aussi suivre des experts internationaux depuis chez soi ou son bureau, avec voilà, une réduction des coûts aussi de tout ça. Et c'est l'intérêt que j'y ai d'élargir en fait cette capacité à obtenir des informations, non pas dans son cercle finalement, des gens qu'on connaît, mais d'avoir aussi des informations plus étendues, plus approfondies d'experts. Voilà. Je vais peut-être évoquer des petites vidéos que j'ai faites qui ne sont pas vraiment de la vulgarisation, mais qui sont de la visualisation d'objets mathématiques. Par exemple, j'ai fait des projections du polytope des racines de 8. Donc, c'est des choses qui sont assez jolies à faire. Donc, pour moi, c'était à la fois par curiosité de savoir à quoi ça pouvait ressembler, parce que c'est quelque chose qu'on voit, enfin, on voit éventuellement des projections planes, mais on ne voit jamais d'animation de cette chose en train de tourner en 8 dimensions. Et donc, c'était à la fois par curiosité, puis par aspect un petit peu esthétique, parce que c'est quand même très joli à faire. Et je ne savais pas quoi en faire, en fait, de ces vidéos. Donc, je les ai mises sur YouTube, et on peut les trouver. Donc, il y a un certain nombre de vidéos que j'ai faites qui a même quasiment aucun commentaire. Elles ont assez peu de vues. Et c'est vrai que peut-être c'est le genre de choses qui peut avoir une place dans une plateforme de vidéo, sur une section qui serait visualisation, et qui ne serait pas c'est pas un cours magistral, enfin, il n'y a aucun commentaire, il y a juste une image qui tourne. Je pense que ça peut être aussi quelque chose qu'on va pas, enfin, qui a une sorte de mode un peu nouveau de recherche des choses. Je ne montre pas quelque chose, enfin, c'est juste une image comme ça peut intéresser des gens qui veulent simplement voir à quoi ça ressemble, se faire une idée et pas avoir un cours sur le sujet. D'accord, donc si je vous entends bien tous, globalement, il y a une question d'accessibilité spatiale,
Il y a une condition géographique, disons, d'accessibilité temporelle avec des événements qui ont existé avant qu'on puisse y assister. Il y a également une notion de coût qui est importante, effectivement, pour le déplacement, et puis parfois simplement d'accessibilité, j'allais dire, au niveau notoriété de certaines grandes conférences auxquelles parfois, ça c'est effectivement en mathématiques, on y est peut-être moins habitué, mais effectivement, il y a des événements dans d'autres disciplines où pour y accéder, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de monde et on ne peut pas forcément y avoir... il ne suffit pas de postuler pour rentrer sur le site de l'événement. Très bien. Alors, si on restera un petit peu maintenant à la question de Carmin TV, quels avantages vous voyez à cette plateforme Carmin TV par rapport à une plateforme plus généraliste comme YouTube, par exemple? Ouais. Bon, je vais avoir un point de vue très bibliothécaire, forcément. Mais pour moi, il y a une chose qui est hyper importante, et vous le disiez tout à l'heure en disant ça serait intéressant de mettre mes vidéos les classer dans un côté visualisation. Le problème de YouTube, c'est que ce n'est pas classé. En fait, c'est le principe. C'est qu'il y a tout. Et tout, c'est bien, mais c'est peut-être trop. Et puis, quand on a tout un tas de choses, il faut trouver ce qu'on cherche. Et c'est un peu trouver la petite aiguille dans la botte de foin. Et l'intérêt de la plateforme, c'est justement de trouver, parce qu'on va pouvoir faire de la sélection, du classement. On va pouvoir y ajouter des identifiants uniques qui vont permettre d'identifier un document unique. On sait que c'est celui-là dont on parle. On sait exactement qui est l'auteur, quand ça a été filmé, où ça a été filmé, de quoi on parle, le sujet. En plus, on fonctionne avec des normes qui sont des normes internationales, donc on peut relier ces données-là à d'autres répertoires internationaux, c'est-à-dire que vous, en tant que chercheur, vous avez un numéro d'identification unique dans HAL, dans ORCID, ISNI, pardon, je vais y arriver. Et en fait, avec ces identifiants, vous allez pouvoir relier les vidéos que vous allez avoir dans Carmin avec les documents que vous allez avoir dans HAL. Alors ça, c'est dans plus tard, quand on arrivera à tout relier, tout ça. Mais s'il n'y a pas un travail à la base de fait pour relier cette vidéo avec cet identifiant, cet auteur unique, on ne pourra pas faire toutes ces relations plus tard. Et là, on a l'outil qui va permettre de le faire, puisqu'on a quelque chose qui est aux normes internationales avec ces identifiants internationaux. On utilise aussi pour classifier, pour identifier les thèmes utilisés dans les vidéos. On utilise les catégories archive qui sont aussi connues, qui peuvent être reliées. On utilise les mots-clés MSC qui sont aussi connus, qui vont permettre de faire des liaisons entre les différentes bases de données. En fait, la différence qu'il y aurait un petit peu entre Carmin.tv et YouTube, c'est un peu la différence que vous avez entre Google Scholar et MathSciNet. Grosso modo. C'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça. Et encore, c'est un peu mieux que MathSciNet, parce que MathSciNet, vous n'avez pas toujours, quand vous appuyez sur le bouton article, vous n'avez pas toujours le plein texte. Là, vous l'avez tout le temps. C'est vrai. Il y est systématiquement. Donc, c'est encore mieux que MathSciNet. Voilà. Donc, en gros, pour simplifier, ça serait... C'est-à-dire qu'en fait, on est quelque chose qui va... en ce moment, on est sur la science ouverte, vous savez, les principes FAIR, c'est-à-dire réutilisable, identifiable, trouvable. Donc là, on va avoir quelque chose qui va complètement être dans cette affaire-là, c'est-à-dire qu'il va être trouvable, on va pouvoir faire des sélections, mettre en avant, il y a une sélection des choses, c'est organisé, donc on va trouver. C'est-à-dire qu'une armoire, quand elle est organisée, vous retrouvez vos chaussettes, elles sont au bon endroit. C'est accessible, c'est-à-dire que vous allez pouvoir visualiser. C'est interopérable, c'est-à-dire qu'on va pouvoir les relier à d'autres choses. Et c'est réutilisable. Pourquoi? Vous avez une licence à chaque vidéo, une licence qui explique quelles sont les conditions de réutilisation de la vidéo. C'est-à-dire que vous savez exactement ce que vous avez le droit de faire avec. Quand vous avez une vidéo dans YouTube, ce n'est pas forcément évident que vous sachiez exactement quels sont les droits associés à cette vidéo. D'ailleurs, ça apparaissait peut-être pas dans la vidéo de présentation, mais les vidéos sur Carmin TV sont téléchargeables en particulier. Et elles sont téléchargeables. Voilà. Donc, j'ai peut-être un peu parlé. Non. Après, il y a plein de choses à dire. Mais... Vous voulez dire un mot, Guillaume?
Oui, voilà. Moi, en gros, pour résumer, je trouve que la plus-value que Carmin TV peut apporter, ça passera par l'éditorialisation de Carmin TV. Je pense que si aussi on compare avec YouTube, il y a une autre façon de formuler les questions, pas comme quels sont les points positifs de Carmin par rapport à YouTube, mais quels sont les points négatifs de YouTube par rapport à Carmin. Et ça, c'est beaucoup plus simple à répondre pour moi. Je trouve qu'il y a la logique d'ensemble de transparence déjà, des algorithmes notamment qui nous conseillent des vidéos. Je pense que sur YouTube, quand même, c'est le rendement qui prime. Donc, quand même, il y a l'histoire d'argent. Et je pense que c'est très intéressant pour les plateformes qui sont communautaires, comme j'ai l'impression Carmen vise d'être le plus transparente possible sur plein de questions, notamment les algorithmes ou le coût écologique et ce genre de choses. Non, je vois juste Maria hocher la tête parce qu'effectivement, je crois que personne d'entre nous comprend comment exactement fonctionne l'algorithme de classement de Karma TV. Mais effectivement, vous avez raison de dire qu'il est transparent puisqu'il y a une note qui est affichée pour chacun des sorties et on pourrait retracer effectivement comment fonctionne l'algorithme. Voilà, et après pour YouTube aussi, on peut imaginer que demain YouTube ferme tout, par exemple, ou que ça arrête de fonctionner, ou qu'on commence à payer pour le fait de garder notre vidéo en ligne. Donc, le plus de Carmin, c'est que aussi les institutions et la communauté mathématique a plus de contrôle sur ce qui se passe avec cette plateforme. Oui, je t'en prie. Moi qui ne suis pas experte en mathématiques, je vous avoue que Mathoverflow, je ne le maîtrise pas du tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a une promesse dans Carmin TV, enfin une promesse au sens de ce qui va se développer aussi. C'est tout cet aspect, vous en parliez de communauté. En fait, on peut aller au sens plus large du terme, de collaboration qui va se passer aussi entre apprenants enseignants, de ne pas se sentir seul face à la vidéo non plus, d'avoir accès derrière à autre chose, à pouvoir creuser ensemble l'information, à pouvoir en discuter. Et c'est vrai que YouTube, on est face à notre vidéo. Alors, il y a les commentaires, mais chacun parle de son truc. Le fait de pouvoir construire un environnement en fait global, tout un écosystème autour de ça, et pas simplement les vidéos posées comme ça. Je pense que ça peut être aussi l'environnement au sens très large du terme. On apprend quelque chose, comme quand on va à l'université, il y a tout l'environnement autour. Il n'y a pas que le cours qu'on écoute, il y a les discussions entre apprenants, entre étudiants, il y a les discussions avec tout le monde, il y a ce qu'on entend, même quand on n'en fait pas partie, parce qu'on peut entendre, là, ça va être ce qu'on va pouvoir lire sur les forums de discussion. Et je pense qu'il y a aussi tout cet aspect-là de autour. Et pas seulement la vidéo, mais tout l'écosystème autour de ça qui peut être très enrichissant, je pense, pour l'apprentissage. Je pense qu'effectivement, on y reviendra dans les pistes d'amélioration, puisque pour l'instant, c'est un petit peu simplement en germe dans Carmin TV. Alors, il y a peut-être un autre aspect, effectivement, sur Carmin TV, qui est le fait qu'il y a une sélection en fait, du contenu, dans le sens qu'il y a quand même, dans la plupart des vidéos qui sont sur la plateforme, un gage de qualité dans la réalisation. Alors ça se traduit énormément par le fait que les 4 instituts ont choisi d'avoir quand même un scénario qui est basé sur une personne devant un tableau noir, alors qui peut aussi utiliser des slides, etc. Mais on reste quand même sur un format assez classique par rapport à ce qu'on connaît, nous, en mathématiques. Et donc, ma question peut-être, c'est est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien d'avoir gardé ce format avec un tableau noir et un orateur, une oratrice au tableau en train de faire? Ou est-ce que, en fait, c'est pas la bonne idée? Ouais. Alors, ça, je peux répondre parce qu'il y a eu des études sur justement tout ça, parce que quand on regarde les plateformes de MOOC, il y a tout qui existe en termes de présentation de vidéos. Alors, il y a des styles qui se dégagent un petit peu. Le style dont on parle de tableau avec de l'enseignant qui parfois se transforme en diaporama avec la tête de l'enseignant qui est intégrée. Il se compare par rapport à celle où on ne voit pas l'enseignant. Ou alors on ne voit que l'enseignant et il n'a rien comme support. Il y a des études qui ont été menées là-dessus et effectivement le format qui a l'air le plus propice pour l'apprentissage, c'est effectivement d'avoir un support
et l'enseignant qui est visible. Alors, pour plein de raisons, je ne sais pas si on pourra en reparler plus tard, de l'apport de l'enseignant, il y a plein d'apports. Le simple fait de présence sociale, en fait, de voir l'enseignant, c'est positif pour la motivation, l'engagement de l'apprenant. Et toute la gestuelle de l'enseignant va être importante. Et en fait, ça va être les interactions avec le tableau. Et donc, le fait qu'il soit devant le tableau en plus et que ce ne soit pas un diapo, qu'il soit devant le tableau, il va pouvoir, ne serait-ce qu'en le regardant, il va pouvoir indiquer à l'apprenant, là, il faut regarder le tableau maintenant. Là, ce que je dis, là, c'est en train d'être écrit. C'est ça qu'il faut regarder. Ou de pointer du doigt. Et en fait, ça va être du guidage pour l'apprenant tout au long de son apprentissage. Et c'est ça qui est important. Ce n'est pas juste ce qu'on dit qui fonctionne dans l'apprentissage, c'est à quel point on va guider l'apprenant. Parce que l'apprenant, il est là pour apprendre, mais il ne sait pas forcément exactement comment apprendre, surtout si c'est un novice sur le sujet. Et donc, ça va être toute cette interaction qui est possible entre l'enseignant et le tableau, et de filmer le tableau, de filmer l'enseignant et de filmer l'interaction entre les deux, c'est ça qui va être le plus propice pour l'apprentissage. Pour plein de raisons, je ne vais pas m'étendre, il y a de quoi faire parler pendant 3 heures juste de ça, mais voilà, je pense que c'est un format qui est important. Alors, on en parlait un petit peu juste avant. Il faut que le tableau soit bien filmé et qu'on voit ce qu'il y a sur le tableau. Parce qu'à partir du moment où la caméra est un peu floue, là, on perd complètement le bénéfice parce que l'enseignant croit qu'on voit le tableau. Et alors, si on ne le voit pas, c'est encore pire parce qu'il dit « regardez là, hop ». Ah ben non, on ne le voit pas. Donc, il faut voilà, qu'il y ait ces conditions peut-être techniques à la base, mais d'avoir le tableau, l'enseignant et les deux ensemble, c'est peut-être ce format-là qui est le plus propice à l'apprentissage. Guillaume, vous vouliez dire justement quelque chose peut-être sur ces aspects techniques aussi? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Non, sur l'intérêt du tableau noir, parce que de toute façon, alors, moi je ne suis pas mathématicien, malheureusement je ne comprends rarement ce que je filme. Mais en tout cas, moi, ma perception, c'est qu'il y a de l'action, une interaction, ça suit un fil de pensée qui est peut-être un peu plus lent au tableau, mais qui permet à la personne qui regarde la vidéo de mieux suivre le raisonnement et de mieux s'approprier la connaissance qui est délivrée. Enfin, voilà, ça c'est... Et du coup, on parlait aussi du contexte technique, bien voir au tableau. Ce n'est pas qu'une histoire de caméra, c'est essentiellement une histoire de caméra. Donc, la nécessité d'avoir des caméras performantes avec des bons capteurs, une bonne définition, mais c'est aussi tout un écosystème, un tableau propre. Comme ça, le contraste se fait bien entre la craie blanche et le noir ou le vert du tableau, un éclairage qui est adapté sans qu'il y ait trop d'ombre portée, etc., pour la bonne vision. Du coup, je dirais, il faudrait penser idéalement, mais ça c'est par rapport à moi en tant que réalisateur, une salle de conférence comme un mini studio de télévision avec une lumière adaptée, d'autant qu'on est dans des univers mixtes où à la fois on utilise du tableau, à la fois des slides. À chaque fois, ça nécessite des éclairages différents et adaptés à la vidéo et au confort des personnes en présentiel. Donc, en fait, c'est toute une logique, une infrastructure technique à penser. Et les amphis traditionnels, bien souvent, ont un éclairage qui n'est pas adapté à toutes ces exigences. Oui, je repars de l'autre côté. Ricardo. Bon, si je peux rajouter une chose, moi je pense que ça dépend un peu du sujet dans lequel on parle. En mathématiques, par exemple, si on fait un exposé d'algèbre abstraite, je trouve que les tableaux noirs est très adapté. Mais parfois, des petites animations peuvent aider vraiment à comprendre l'argument s'il y a de la géométrie derrière, bon, comme par exemple les vidéos dont David parlait. Donc, ça dépend un peu vraiment du sujet. Parfois, une petite animation peut vraiment aider à comprendre l'argument. Ou même une belle animation bien faite. Moi, je regarde beaucoup de vidéos sur Internet et il y en a qui sont vraiment de qualité exceptionnelle. Et parfois, moi, même en étant un mathématicien professionnel, parfois, j'ai vu des vidéos sur des choses très simples et voir la vidéo, ça m'a fait penser, wow, je ne l'avais jamais pensé comme ça et c'est très intéressant. J'avais l'impression d'avoir compris quelque chose de relativement simple. Donc, bon, je pense que vraiment, ça dépend du sujet. Peut-être une chose à ajouter. Quand on fait des conférences et on sait qu'on est enregistré, en tout cas en tant qu'oratrice, en général, on ne nous demande rien. C'est-à-dire que je fais la conférence pour les gens qui sont en salle et je sais que je suis enregistrée, rien d'autre. Je me demande si ça serait intéressant qu'il y ait une sorte de
collaboration entre une personne qui va monter derrière, parce qu'il va avoir une vidéo de l'exposé avec peut-être 2 plans ou 3 plans en caméra, puis les slides, puis peut-être on peut fournir à cette personne des images. Et donc, si en avance, en tant qu'oratrice, je sais que je suis filmée et que cette vidéo va être mise sur une plateforme en ligne, je peux A, adapter mon exposé et B, aussi fournir des images ou fournir des choses qui peuvent être après intégrées. En tout cas, moi, je ne sais pas s'il y a une étude qui soutient cela, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus intéressant de mettre une vidéo en illustration juste à côté de l'orateur que de couvrir totalement l'orateur avec des slides, de faire vraiment les images qui sont intégrées dans les vidéos. Et certainement, c'est beaucoup plus de travail derrière, mais je me demande à quel point la collaboration en amont avec les orateurs peut être envisagée pour améliorer la qualité de vidéo sans trop de travail en plus pour les personnes qui montent derrière. En tout cas, ce qui se passe aussi, c'est que vous avez sur certaines vidéos un travail qui est effectué aussi en amont et aussi après pour faire du chapitrage sur certaines vidéos, reprendre, rajouter des mots-clés, etc. Donc, il y a un gros boulot, mais qui rajoute vraiment un gros plus dans les vidéos. Alors moi, j'ai juste une petite question. En ce moment, je regarde un cours, justement, en vidéo sur Internet, et la personne utilise ces tableaux transparents, vous savez, où on écrit face à la personne, et après, on est face avec une machine qui fait beaucoup de bruit, d'ailleurs, comme pour laver les vitres et pour les sécher. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que le fait de voir la personne, enfin de voir le visage de la personne, alors qu'en fait, il est couvert souvent par les écritures, est-ce que ça a vraiment un plus? Parce que j'ai l'impression qu'il y a des contraintes très lourdes pour faire ce genre de vidéo. Il faut être dans le noir, il faut être habillé en noir. Non? Personne n'a ressenti par rapport à ça. Oui, mais vous n'en avez jamais vu vous-même. Moi, je veux bien juste un petit élément, je pense, ce qu'il faut garder en tête. Alors, je ne vois pas très bien la vidéo dont vous parlez, mais il faut garder en tête qu'il faut simplifier l'apprentissage pour celui qui regarde. Alors, pour les animations, je suis complètement d'accord, il faut prendre le positif dans la vidéo. Si ça permet de diffuser des animations pour comprendre, il faut absolument se saisir aussi de ces possibilités-là. Mais il faut aussi simplifier ce qu'on montre. Alors, s'il y a de l'écriture sur un visage, on parlait de contraste tout à l'heure, où tout devient compliqué, en fait, l'apprenant, il va allouer beaucoup de ressources à traiter juste ce qu'il voit. Et donc, par une simple soustraction, il en aura d'autant moins pour traiter le contenu de la vidéo, de l'apprentissage. Donc, il faut vraiment simplifier le plus possible. C'est vrai qu'il faut que ce soit clair ce qui est au tableau. Les animations, si ça permet d'illustrer un concept, il faut s'en saisir absolument. C'est un apport de la vidéo par rapport à un cours magistral, sans tableau, sans rien. Mais par contre, il faut faire attention au mieux qui parfois qu'elle est menée du bien, comme on dit. Et si ça devient compliqué à suivre parce que c'est juste plein d'effets avec des feux d'artifice partout dans tous les sens, ça, il faut s'en méfier quand même parce qu'il faut rester sobre pour que le vrai point d'intérêt et de traitement de l'information, ça reste le contenu. Très bien, merci. Ah oui, il y a 2 micros. Ouais, il faut regarder les choses simples, je viens de le dire. C'est un peu ça, effectivement. Je pense qu'on en parlera dans un deuxième temps. Il y a quand même le fait que les mathématiciens et les mathématiciennes, nous ne sommes pas des acteurs ni des actrices. On n'est pas formés forcément à ce genre de choses. Et quand on rajoute beaucoup de contraintes, ça peut devenir même stressant. Moi, je sais que, juste pour dire, au Sympa, on a une structure avec 2 tableaux, un écran tactile. Il faut que les gens restent précisément à certains endroits. Et on les voit stressés quand on leur dit, attention, si tu montres des choses au tableau 1, tourne-toi sur ta gauche. Si tu montres des choses au tableau 2, tourne-toi sur ta droite. Donc, il y a des choses comme ça qui peuvent ressortir. Alors, justement, en parlant de limitation, et pour revenir peut-être dans le débat un petit peu qui a préoccupé beaucoup de monde, beaucoup d'enseignants, d'enseignantes parmi vous dans la salle, j'imagine, qui ont eu à faire des cours en ligne. Je le dis presque en me retenant un petit peu. On a entendu, et on entend, et on entend beaucoup, c'est pas pareil. Je veux dire, vous avez un cours en ligne, c'est pas pareil que si maintenant vous étiez dans la salle et quelqu'un ferait un cours au tableau. Alors, est-ce qu'on pourrait mettre des mots derrière ce « c'est pas pareil » ? Est-ce qu'on pourrait aller un peu plus loin que juste peut-être ce ressenti ? Et est-ce que vous avez des éléments à nous donner pour essayer de nous dire pourquoi c'est pas pareil?
Moi, je n'ai pas donné de cours, mais j'ai suivi des conférences en ligne. Moi, peut-être un élément que j'ai capté, c'est qu'il n'y a pas d'informel en ligne, ou il y en a très peu. Pendant une conférence classique, avec les gens en 3D, intégrés dans leur corps, on a plein d'échanges humains autour des cafés, dans les corridors, et même dans les exposés, les questions qui sont posées à la fin de l'exposé, ou vraiment les promenades dans les calanques, si on parle du CIRM, etc. Et pour une conférence en ligne, les moments informels sont parfois organisés, mais j'ai l'impression qu'on a commencé à apprendre comment faire ça les dernières 2 années. Mais ce n'est pas par défaut mis en place. Et dans la communauté mathématique, les efforts sont faits, mais je pense qu'on peut faire plus d'efforts pour l'organiser. Je ne dis pas que c'est impossible, mais je trouve que c'est quelque chose qui manque. Il y a des plateformes comme GatherTown où on peut discuter une sorte d'imitation en jeu vidéo d'une pause café. Voilà, mais je pense que ça, c'est un des éléments, en tout cas, qui manque. Et vraiment, pour les cours en ligne, bon, moi, j'ai l'impression que l'interaction avec les étudiants est presque impossible. Déjà, en cours, normalement, c'est difficile d'avoir les étudiants, de les convaincre à poser des questions. En ligne, c'est vraiment impossible. Et normalement, moi, quand je donne cours, je regarde la tête des étudiants pour voir s'ils sont perdus, s'ils ont l'air intéressés. Bon, moi, les étudiants au premier rang. Et en ligne, évidemment, c'est impossible parce que personne n'a leur caméra et personne pose des questions. Et donc, moi, je ne sais pas si, en fait, je sais même pas s'ils sont vraiment là. Donc, je ne sais pas si je suis en train de parler toute seule ou avec quelqu'un qui m'écoute. Donc, c'est un peu compliqué. Alors, moi, c'est marrant parce que de mon vécu aussi de l'année dernière, je trouvais que les étudiants participaient plus en ligne qu'en amphi parce qu'on se saisissait du chat. Et en fait, ils écrivaient leurs questions au lieu de les poser à l'oral. Et j'ai eu l'impression que ça libérait un peu la parole. Alors, je pense que ça dépend énormément des cours, ça dépend énormément des contextes. Mais effectivement, ce n'est pas pareil. C'est un peu compliqué de poser des questions. Voilà, peut-être que c'est plus compliqué, mais même à l'oral, je trouvais que la parole se libérait un petit peu. Mais c'est sûr que ce n'est pas pareil. Et je pense que l'erreur qu'on a, c'est de vouloir faire la même chose sur un autre support. On ne fera pas la même chose de toute façon. C'est comme si on voulait faire un roman, on fait une BD, ben on prend exactement la même chose et on le colle juste sur... Non, c'est 2 supports différents, il faut faire des choses différentes. Sur l'avis qu'on prend, effectivement, je pense qu'on fait tout ça de regarder si les étudiants suivent ou pas en amphi. Quand on dit un truc et ils ont tous l'air perdus, on fait bon, je vais peut-être passer un peu plus de temps dessus. Ou alors on dit un truc, ah, vous l'avez déjà vu ça, bon, je vais un peu plus vite. C'est vrai qu'on prend beaucoup d'informations, chose qu'on ne peut plus faire en ligne. Moi aussi, mes étudiants, il y en avait un qui mettait sa caméra, alors je me fixais un peu sur lui pour regarder s'il acquiesçait ou pas. Les autres, je ne les avais pas du tout. Mais je pense qu'il faut récupérer de l'information autrement. On pose des petits quiz de temps en temps, et là, ça va plus du tout. Qui est perdu, qui n'est pas perdu, ou même des questions de cours, de compréhension. Au fait, quand j'ai dit ça, c'est quoi la définition de telle chose? Et comme ça, régulièrement, on a les retours en temps réel de compréhension, de suivi d'engagement des étudiants. Et cette fois, on n'a pas que certains qui sont très expressifs, on a l'ensemble des étudiants qui se permettent de répondre parce que c'est anonyme. Donc, ce n'est pas pareil, oui. On n'aura pas les mêmes informations, on en aura d'autres, mais qui ne sont pas forcément moins intéressantes. Je pense qu'il faut se saisir un peu de plein d'outils. Je sais que c'est Zoom qu'on utilise aussi aujourd'hui. J'utilisais Zoom aussi. Il y a le chat, il y a la manière on peut faire des quiz dans Zoom aussi. Et il faut, je pense, se saisir un peu de tout ça. On peut même aller sur d'autres plateformes en parallèle, leur demander de se connecter sur un truc, etc. On mettait en place des documents aussi collaboratifs. Alors, ils pouvaient tous écrire sur la même feuille. Je pense qu'on peut faire autre chose et effectivement, on n'aura pas les mêmes informations, on en aura d'autres, mais est-ce que c'est moins bien? Ce n'est pas dit non plus, ça dépend vraiment des contenus. Mais il y a des limites à l'amphi. Enfin, moi, je trouve que faire un cours avec 150 étudiants qui nous regardent, qui sont en fait sur leur ordi, en train d'écouter autre chose, en train de discuter entre eux, je trouve que c'est aussi très limitant dans la qualité du cours. Donc finalement, là, au moins, quand ils discutent, ils coupent le micro et ils ne gênent pas les autres. Donc voilà, je pense effectivement c'est pas pareil, mais c'est pas forcément moins bien. Alors moi, je rajouterais quelque chose parce que j'ai passé en 2020 à peu près 3 mois à filmer des conférences 100% virtuelles. Et par rapport à l'interaction avec les personnes à distance,
Les seuls moments où ça marchait, en fait, c'est quand les organisateurs obligeaient les gens à allumer leur caméra. Parce qu'on est des animaux, on a besoin d'interaction et de communication non verbale, on a besoin de voir les visages, et les gens se sentent plus impliqués, de manière générale, et ça les pousse à rentrer plus en interaction avec les autres. Parce qu'après, si on éteint notre caméra, on est en retrait, dans l'anonymat, et ça ne pousse pas à l'action et l'interaction. Juste, je pense que ça pose d'autres questions éthiques derrière, d'obliger à mettre les caméras, surtout si c'est filmé et gardé pendant 20 ans derrière. Notamment les étudiants, je sais qu'il y a plein d'étudiants en situation précaire aussi qui n'avaient pas du tout envie de montrer où est-ce qu'ils étaient quand ils regardaient le cours. Donc, je pense qu'effectivement, ça peut être intéressant. On peut demander est-ce qu'il y a toujours au moins 4-5 personnes qui aient leur caméra, mais voilà, je pense que ça pose aussi d'autres questions auxquelles on n'a pas forcément les réponses, mais effectivement, d'inciter à partager. Et sur les conférences, le côté informel, il manquait un peu. Et d'ailleurs, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème? Parce que j'ai l'impression, quand moi je vois cette salle, en fait, si on veut dégager une impression, ce n'est pas en fait une personne. Je ne collecte pas finalement la somme des impressions et je m'en fais une. C'est plutôt un ressenti global directement d'une salle. Quand on voit que quelque chose ne prend pas, qu'on est en perte d'attention, etc., c'est presque plus physique. Et du coup, est-ce que techniquement, on pourrait imaginer, par exemple, des jauges d'attention ou d'intérêt global que chacun pourrait paramétrer de manière anonyme? Moi, je suis plus ou moins perdu dans un cours, et puis le prof reçoit en fait la somme des informations qui vous dit où on en est dans la perception générale du cours. Donc, en fait, là où je veux en venir, est-ce que finalement, vous pensez que la situation qu'on vit est due à une limitation technologique et que ça pourra être dépassé? Ou est-ce que c'est foncièrement impossible et qu'on n'y arrivera jamais? Avoir des événements, je veux dire, en virtuel aussi bien que en physique. C'est une grande question. Je n'oserais pas répondre pour tout le monde, mais j'ai l'impression que quand même, on a encore beaucoup à apprendre, en tout cas par rapport à la technologie, le fait de s'approprier l'outil. Par exemple, ce qu'on disait sur le fait que même pendant les conférences, quand on fait une conférence en sachant qu'elle est en ligne, je pense que nous, mathématiciennes, on pourrait faire un effort pour regarder dans la direction de la caméra, pour parler un peu plus fort, pour écrire un peu plus grand que d'habitude, etc., pour rendre cette conférence plus compréhensible. Pareil en ligne pour les enseignements sur les différents formats, trouver des moyens pour attirer les étudiants. Par exemple, j'ai un collègue qui a fait des cours dans le Twitch, c'est une sorte de YouTube pour les gens qui font du jeu vidéo. Et là, le chat était anonymisé. Donc, les gens n'avaient pas leur nom, leur vrai nom, mais les noms qu'ils ont choisis pour eux-mêmes. Et le chat était bouillonnant, en fait. Les gens n'arrêtaient pas d'écrire. Donc, c'est une des directions. Et dans l'autre direction, dans la conférence anniversaire, par exemple, tout le monde se connaît, les gens veulent montrer leur visage. Donc, en fait, je pense que ça dépendrait énormément des formats. Il n'y a pas de la solution. Mais je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre. En tout cas, je dirais que chercher une ou la solution technologique au phénomène qu'on vit serait une faute. Mais il vaut mieux trouver des occasions humaines avec les moyens que nous avons en tant qu'humains pour s'adapter à la technologie plutôt que de juste chercher une nouvelle solution technologique. Mais après, c'est mon humble avis. Moi, je ne sais pas quelles sont des recherches dessus. Moi, c'est pour aller dans votre sens. Au niveau de la coopération qu'il y aurait à mettre en place entre les personnes qui filment et les conférenciers, c'est primordial parce que il faut que la personne qui filme soit sensibilisée aux contraintes et aux exigences du conférencier et que le conférencier soit sensibilisé aux contraintes techniques de la vidéo. Mais ça nécessite du coup un temps d'apprentissage, de sensibilisation. Et est-ce qu'on a vraiment le temps de le faire quand on est dans un processus de production? Voilà, c'est la question du temps disponible pour mettre en place ça. À vous écouter, je suis en train même de me demander si, vu les choses qui s'installent, si ça ne deviendra pas quelque chose qui va être dans les cursus de formation
de bien savoir comment gérer une captation, enfin comment faire un cours qui est capté avec, effectivement, on fait attention à l'écriture, à se tourner, à pas être tout le temps dos à la caméra, enfin des principes qu'on apprend quand on fait du théâtre ou autre, à parler. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui va arriver là, dans les formations qu'on va avoir. Je vais dire, en thèse, on a toujours des petits cursus supplémentaires à suivre. Ça Voilà. pourrait effectivement être une bonne idée d'instaurer C'est ça. une ou deux séances de comment est-ce qu'on se fait filmer au tableau. Et en plus, avec la pandémie, il y a une double contrainte technique, c'est que maintenant, de plus en plus, on filme pour produire une vidéo, mais aussi en même temps pour les visioconférences, avec des petites contraintes qui vont pas forcément dans le même sens. C'est que justement, on en arrive à filmer beaucoup de choses. Ouais. Et c'est un peu comme le principe des archives. Après, je ne suis pas sûre que tout soit gardé. Si on fait une plateforme comme Carmin.tv, justement, c'est pour faire de la sélection et du tri. Et enfin, on n'imagine pas qu'on va garder toutes vos notes de cours, ou tout, etc. Il y a un moment, il faut aussi prendre en compte le fait de sélectionner ce qu'on va conserver comme captation. Tout n'est pas à garder. Alors, justement, pour en revenir aux événements, enfin, aux vidéos en asynchrone, hein, comme c'est en fait ce qu'on a sur Carmin, hein, on n'est pas vraiment dans la perspective, même si les conférences et les cours parfois sont filmés et du coup sont en direct, mais à distance. Le matériel après est conservé, c'est ça finalement le gros de Carmin TV, de le voir finalement en différé. Et ma question, c'est à l'heure actuelle, selon vous, quelles sont les limitations de Carmin TV? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Qu'est-ce qui est difficile à faire par rapport peut-être à d'autres formats comme le livre ou à une conférence en live, etc. Voilà. Je rebondis juste sur la question d'avant. Je pense que ce qu'on ne peut pas faire, si c'est de l'asynchrone, c'est de l'adaptation en temps réel au public, aux apprenants. On ne peut pas leur demander si là ça va. On ne peut pas mettre en place ce qu'on appelle des processus de tutelle. Même s'ils sont 150, quand il y en a un qui pose une question, on va s'adapter à lui. Donc je pense que c'est ça qui, en asynchrone, n'est pas possible. Et donc, mais il faut guider autrement. Je pense que c'est sur les informations qu'on va donner. On parlait tout à l'heure de rajouter tout ce qui est mots-clés, structuration. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler aussi après. Mais voilà, il n'y aura pas cette personnalisation de l'apprentissage à l'apprenant en temps réel. C'est ça qui manque, mais il y a moyen de dévier un petit peu le truc, je pense. D'accord. Hop, par rapport à un format écrit en mathématiques, je trouve que un problème des vidéos, c'est que si le conférencier il dit quelque chose comme j'ai démontré il y a 10 minutes, c'est très difficile de trouver les moments exacts où il a démontré, où il a expliqué la chose. Dans les vidéos, dans les livres, on peut faire de la recherche, il y a de plus en plus des hyperlinks. Donc, sur ça, les livres ou les formats écrits, c'est encore un peu mieux. Je ne pense pas que ce soit techniquement facile de mettre ça en place dans une vidéo. C'est probablement possible, mais ça doit être encore assez compliqué. Comme je suis le geek de l'équipe, on peut le faire. Hein. Non, mais ouais. Oui, vous avez des timecodes, j'imagine. On a des timecodes, on a du chapitrage sur certaines vidéos. Non, mais c'est sûrement possible. Parce qu'en mathématiques, on note vraiment chaque théorème, les lemmes 1, 2, 3. Ça, je pense que dans les vidéos, c'est un peu plus dur. Mais si c'est possible, tant mieux. Hein. Je vais juste dire un mot sur les timecodes. Je ne sais pas si c'est déjà intégré dans Carmin TV. En tout cas, sur YouTube, je sais que c'est intégré. Et je trouve que c'est quand même très pratique si on voit la vidéo en entier, on voit quelles questions sont abordées. Après, je comprends que pour une conférence de recherche en mathématiques, ça peut être pas si simple que ça. J'imagine que ça demande du travail avec des orateurs pour qu'ils fournissent cette liste avant leur exposé ou après l'exposé. Mais ce n'est pas impossible. Après, oui, ce n'est pas aussi précis que les livres, mais ça reste quand même intéressant. Et je trouve que pour les... Aussi, ça quand même... En tout cas, je connais qu'il y a des gens qui vont... Certaines parties des exposés, les regarder en 2 fois plus vite, par exemple. Donc, il y a plein de choses qui ressemblent en quelque sorte à notre lecture du livre, même si ce n'est pas pareil.
C'est effectivement ce qu'on fait au CIRM. Alors, pas sur toutes les vidéos, parce qu'effectivement, c'est extrêmement chronophage, mais on a l'avantage de pouvoir avoir une relation avec le conférencier donc après, et on travaille avec Guillaume et le conférencier pendant une demi-heure, 1 heure, suivant les conférenciers, pour mettre des mots-clés et un chapitrage sur des timecodes précis. Et c'est intégré dans Carmin, on fait ça. Alors, justement, ce que je disais, on sélectionne les vidéos avec les organisateurs sur lesquels on fait ce travail-là, parce qu'on ne peut pas le faire sur toutes. Mais effectivement, l'intérêt, c'est effectivement de pouvoir trouver très rapidement, se déplacer dans la vidéo sur le point d'intérêt. Alors, on peut utiliser aussi le curseur, mais les timecodes permettent de pointer directement dessus. Et une recherche directe dans l'une vidéo, comme on fait dans un fichier PDF, c'est à l'ordre du jour ou c'est techniquement faisable? Techniquement, c'est des choses qui sont peut-être faisables dans pas très longtemps, parce qu'il y a actuellement des moteurs qui permettent de faire des transcriptions, mais c'est encore pas tout à fait hyper efficace. Enfin, ça fonctionne relativement bien. Les difficultés qu'on a et qui ont été montrées, c'est que sur les mathématiques, vous avez du vocabulaire, enfin un corpus technique, donc il faut que ce soit reconnu. Et puis, vous avez souvent des conférenciers avec des accents pas toujours simples à décrypter, qui n'ont pas forcément une diction extrêmement simple non plus. Vous avez tous entendu des collègues qui marmonnent ou qui parlent dans leur barbe. Le moteur va avoir du mal au niveau de l'apprentissage sur une vidéo. C'est-à-dire que si on avait toute une corpus de vidéos de cette personne-là, peut-être on pourrait faire de l'apprentissage, mais si on n'a qu'une vidéo de la personne en question, l'apprentissage risque d'être compliqué. Mais c'est des choses qui sont en route pour l'instant. Ça serait bien qu'un jour on arrive à voir ça sur Carmin, c'est sûr. Après, il faut faire attention, c'est pareil, c'est comme de la recherche en plein texte. Le problème d'une recherche en plein texte, c'est que tous les termes vont être au même niveau. Et vous n'allez pas avoir une mise en avant du terme important et de la notion importante. L'avantage d'avoir quelqu'un qui fait un travail, une documentaliste, c'est qu'elle va vous mettre en avant le terme important et intéressant par rapport à tous les termes, parce que quand vous parlez, vous utilisez plein de mots qui ne sont pas... qui n'ont pas d'importance. Il faudrait pouvoir mettre une pondération dans la recherche par rapport aux termes utilisés en fonction de leur technicité, on va dire. Alors ça, peut-être qu'on le fera dans quelques années, mais pour l'instant, ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, si vous faites une recherche en plein texte, vous pouvez avoir beaucoup de bruit. Ça peut être un risque aussi. Ça peut être un risque, mais aussi... mais ça peut être intéressant. En tant que chercheur, moi, souvent, j'arrive sur des articles dont le titre ou l'abstract ne contient absolument pas ce que je cherche, mais justement, c'est caché quelque part dans l'article, le paragraphe qui pensait être pas très important pour l'auteur en question, mais qui, pour moi, devient fondamental. Oui, parce que c'est vrai que l'avantage de travailler avec les auteurs, c'est-à-dire qu'on leur demande le résumé, on leur demande des mots-clés, on leur demande ce chapitrage pour que, en général, eux savent quand même ce qui est important dans leur article, qu'ils puissent, si les termes importants ne sont pas dans le titre, puissent nous aider à les faire ressortir. Plus nous, on travaille aussi là-dessus pour que effectivement ça puisse ressortir dans la recherche. Et dans l'algorithme de recherche, on a essayé de pondérer entre effectivement le titre, les mots-clés, les abstracts, pour que ça corresponde en fait à l'importance qu'on donne à chaque pour que tous les mots n'aient pas le même poids. Alors, il y a une bibliothèque qui existe, c'est TIB. Et eux, ils font ressortir toute une série de mots qui sont prononcés avec l'analyse de la bande audio. On l'a vu, mais c'est vrai qu'après, il y a une multitude de mots qui... après, on peut interroger la pertinence des mots qui sont ressortis. Et après, il y a une technologie qui existe qui permet de faire ça. Alors, TIB, je ne sais pas si c'est leur propre technologie, eux, ils ont développé ou pas, mais il y a Microsoft qui a créé une technologie de reconnaissance vocale et qui édite tout un corpus de mots à partir de l'analyse de la bande audio. Mais c'est un coût. Et ils font payer ça aux gigaoctets de vidéos traitées. Ah oui. Alors, juste, ouais, je voulais rajouter quelque chose. Peut-être un mot, parce que donc la question initiale est portée sur les limitations de Carmin TV. Je vais peut-être dire une évidence, ça ne remplacera quand même pas le contact humain.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas espérer qu'une plateforme vidéo peut remplacer l'apprentissage des mathématiques en contact avec des chercheurs et chercheuses. Et je pense que c'est un point auquel il faut qu'on fasse attention quand on prépare les vidéos comme ça, par exemple aussi pour les gens qui sont dans les pays qui sont en train de se développer, de dire que les vidéos, ça va vous remplacer le cours à Harvard ou quelque part. Et on a besoin, dans les exposés, on apprend bien sûr les théorèmes et les résultats, mais déjà, il y a les limites de l'exposé. Est-ce qu'on apprend vraiment comment les gens ont trouvé ce théorème, comment ils réfléchissent aux mathématiques? Et puis, il y a besoin de rencontrer des gens qui réfléchissent aux mathématiques pour comprendre comment on réfléchit aux mathématiques. Et je pense que cette limite, elle n'est probablement pas résoluble avec la technologie. C'est juste quelque chose qui est là, qui est présent et qui restera toujours là. Donc ça revient un peu sur le point de pourquoi fondamentalement, ce n'est pas la même chose en fait. Je suis complètement d'accord. Mais enfin, je veux dire, c'est comme l'éternelle opposition entre le papier et l'électronique. Il y a un moment, c'est les deux. Je veux dire, c'est complémentaire et c'est pas la même chose. Et enfin, nous, souvent, quand on fait les vidéos, on dit on les traite comme des publications scientifiques. C'est-à-dire qu'on fait pareil, on met des bibliographies, etc. Et c'est pareil, c'est complémentaire du papier. De la publication scientifique. Et ce que je me dis, c'est effectivement, c'est beaucoup mieux de... Je veux dire, si on avait Grothendieck, on avait ici et qu'on pouvait l'écouter, ben on serait super content, ce serait vraiment génial. Mais si on avait une vidéo de Grothendieck, maintenant qu'il n'est plus là, on serait quand même vraiment content. C'est ce que disait souvent M. Foulon quand on parlait de ce projet. Et on serait quand même très, très content d'avoir une vidéo de M. Grothendieck maintenant, ou d'un autre d'ailleurs. Donc, je pense que dans quelques années, les vidéos qu'on a dans Karma, ne serait-ce que M. Yokos, par exemple, qu'on a dans notre bibliothèque, qui malheureusement nous a quittés, on est quand même très content de pouvoir maintenant écouter un exposé de M. Yokos. Alors, c'est moins bien que si on l'avait pour de vrai, mais on a quand même un exposé de M. Yokos. Alors, je vais passer à la dernière partie donc, de cette table ronde sur les améliorations et sur ce qu'on peut espérer dans le futur de la recherche en collaboration. Alors, on a déjà évoqué quelques pistes, hein, mais donc, du point de vue pédagogique, quelles sont selon vous les choses les plus importantes qui doivent être prises en compte lorsqu'on veut réaliser une conférence ou un cours qui sera destiné à être enregistré pour Karma TV? Salomé? Je vais prêcher pour ma chapelle. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est les processus d'apprentissage des apprenants. Il faut savoir comment notre apprenant va apprendre pour pouvoir s'adapter à lui. Et ça fonctionne aussi bien en vrai qu'en distanciel, qu'en vidéo. L'apprenant, il est novice par définition, donc il faut le guider le plus possible. Et je pense que l'erreur, parfois, c'est de fournir un exposé théorique parce que voilà, c'est le contenu tel quel, brut. Il faut vraiment guider, réinsister. On parlait des timecodes, il faut vraiment et des mots en science, il faut vraiment leur dire ça c'est le mot important, ça c'est le concept clé, parce qu'ils l'entendent pour l'orateur, c'est clair, c'est évident. L'apprenant, c'est pas du tout évident. Lui, il entend les mots, comme on disait, ils sont tous au même niveau la première fois qu'il l'entend. Donc, il faut vraiment faire l'emphase sur certains mots. Il faut l'aider à sélectionner l'information, il faut l'aider à organiser l'information entre elles et à l'intégrer. Et comment il l'intègre le mieux, c'est en faisant du lien avec les connaissances préalables. Donc ça, c'est bon pour les vidéos, c'est bon pour tous les cours qu'on fait. Et puis, juste, il y a des principes de conception de vidéos pédagogiques qui existent. Alors, il y a plein de littérature sur le sujet, mais peut-être 2-3 points importants. Il faut donc guider le plus possible l'apprenant. Il faut faire des vidéos courtes, parce que c'est long, une vidéo, c'est plein d'informations. On parlait de la différence avec le papier. Effectivement, on ne peut pas faire un scan visuel de tout, on ne peut pas regarder à peu près. Alors, il faut faire une table des matières, il faut segmenter aussi pour faciliter la recherche d'informations. Mais il ne faut pas oublier que toute cette information, c'est ce qu'on appelle de l'information transitoire. Ça veut dire que dès qu'on a une nouvelle information, celle d'avant, elle disparaît, elle n'est plus accessible. Et ça, pour l'apprenant, c'est une charge lourde en mémoire de travail. Il doit retenir ce qui a été dit pour pouvoir l'intégrer avec le contenu d'après. Donc, comment on facilite ça? Normalement, on fait des pauses. C'est à ce moment-là qu'il peut intégrer.
Sauf que notre apprenant, qui est novice, encore une fois, il ne sait pas qu'il faut faire des pauses, ni quand faire des pauses. Donc, en fait, il faut les faire à sa place. C'est quoi la durée alors d'une bonne vidéo? Alors, la durée d'une bonne vidéo, je vais peut-être vous décevoir, c'est 1 à 3 minutes. Certains disent ça, certains vont jusqu'à 6 minutes. Mais si on fait des vidéos plus longues, ce n'est pas grave, pour peu qu'on fasse des pauses. Et en fait, si on fait des pauses régulièrement, les derniers travaux, alors ils sont en cours, hein, les travaux, je travaille moi-même dessus, donc je ne peux pas vous dire exactement la conclusion finale, mais aujourd'hui, ce que dit la recherche, c'est qu'il faut imposer les pauses. Mais courtes, il reprend quand il veut, en fait. Mais hop, la vidéo s'arrête au moment, à la fin des chapitres, en fait, mais il faut faire des chapitres très courts, il faut faire vraiment des sous-sous-sous-parties, et il faut que ces sous-sous-sous-parties, elles soient clairement identifiées comme étant des sous-sous-sous-parties. Il faut qu'il y ait vraiment le plan autour de ça, mais il faut vraiment lui dire, voilà, là on s'arrête, là le concept est fini, on va passer à un autre. Tiens, là, c'était de l'information compliquée, traite-la, prends le temps. Tiens, là, et voilà, il faut vraiment faire… la vidéo, c'est coûteux, on en parle, il y a des gens qui revoient les vidéos plusieurs fois. Les apprenants, ils ne vont pas forcément prendre le temps de le faire, parce que ils se disent, on l'a vu, c'est bon. Tout le monde ne le fait pas, de refaire les pauses, donc il faut les guider le plus possible, le faire à leur place, en fait. Mais ce temps de 3 à 6 minutes, il a été établi sur une population, j'allais dire, d'apprenants très jeunes, ou est-ce que c'est ciblé? Parce que nous, notre public, c'est quand même essentiellement un public mature. Des étudiants du supérieur, en général. Ah oui. Donc, alors après, voilà, non, mais c'est une recommandation qui disent 3 à 6 minutes, enfin 1 à 3 minutes, certains disent, d'autres jusqu'à 6. C'est une recommandation en comparaison avec des vidéos plus longues, mais en général, c'est des situations très contrôlées où il n'y a pas de revisionnage de la vidéo. C'est à prendre vraiment avec précaution, mais c'est juste pour dire les vidéos de 2 heures sans pause, il faut mieux éviter, en fait. Donc voilà, on n'est pas obligé de faire 3 à 6 minutes, c'est pas ça que je voulais dire, mais c'est vraiment beaucoup plus court que ce qu'on pense. En tout cas, sans pause, c'est pas possible de faire plus. Donc il y a ces principes-là, il faut… Mais ça, c'est spécifique en ligne ou, je veux dire, dans un cours? Si on le faisait au tableau maintenant avec une classe, en fait, au bout de 6 minutes, en fait, on a largué tout le monde. Je pense qu'en cours, l'orateur le sent plus qu'il fait une pause, peut-être. Là, c'était vraiment des travaux sur les vidéos. Alors, je ne sais pas la différence, effectivement, avec le cours. Je pense que dans l'interaction, il va y avoir les questions peut-être plus facilement qui vont établir des moments clés, peut-être. Mais ça, c'est vrai que j'ai pas la… Je pense que c'est un principe qu'on doit appliquer un peu partout, de faire des pauses pour traiter ces informations-là. Je vous laisse le temps un peu de réfléchir là-dessus et puis on reprend après. Et il y a ça, il faut éviter la redondance inutile. Alors, pourtant, je parlais de guider l'apprenant, mais éviter la redondance, par exemple, quand on est sur un public qui sera francophone, que l'orateur parle en français, on ne met pas des sous-titres en français. Parce que ça fait redondance d'information, c'est trop coûteux. Par contre, si on est sur un orateur et un public qui ne parle pas la langue, en tout cas qui n'est pas de langue maternelle de l'orateur, peu importe dans quel sens c'est, là, mettre des sous-titres d'une autre langue, ça peut faciliter ce traitement de l'information, parce que justement, ça sera un peu moins coûteux. Il y a tout ça. Alors, j'oublie très certainement des principes de conception de vidéo, mais il y a quelques guides comme ça de choses à faire, en tout cas pour faciliter. Même des sous-titres approximatifs qui sont créés à la volée. Ouais, là, ce que là, c'est ça. En fait, il faut faire le choix. Soit on fait des sous-titres qui sont exactement ce que l'orateur dit dans une autre langue, soit on fait que des mots-clés. Mais faire un mix entre les deux ou juste on repère les différences entre les deux, je pense que c'est l'entre-deux qu'il ne faut pas. Alors, les dernières études sur les mots-clés ne sont pas très favorables au fait de mettre juste quelques mots-clés parce que l'apprenant se focalise juste sur les mots-clés, il apprend que les mots-clés et il croit que c'est ça. Ah, on m'a dit qu'il fallait faire ça. Alors, il faut trouver un entre-deux, il faut vraiment lui dire ça, c'est un mot important, mais le reste aussi est important. Donc, je pense que c'est un entre-deux. Les travaux sur les sous-titres mots-clés sont encore un peu balbutiants, mais il faut éviter une redondance inutile d'informations. Il faut être le plus sobre possible. En fait, on retourne un peu sur cet effet-là, mais juste les informations nécessaires, en insistant, en guidant, en aidant l'apprenant dans sa lecture de la vidéo. Je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête sur la conception d'une vidéo. J'ai beaucoup parlé, je suis désolée. Non. En fait, Salomé, ce que vous êtes en train de dire, que nos exposés de mathématiques qui durent 1 heure, ils sont incompréhensibles. C'est ça, en fait, ce qu'on comprend.
Je suis très contente de le dire parce que je sais que tout le monde le pense. Et enfin, on a une occasion de le dire. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas remettre toute cette responsabilité sur les épaules de monteurs de la vidéo. En fait, c'est le travail des orateurs à faire des exposés qui sont compréhensibles. Après, ce qui dit aussi que c'est difficile. Après, pour dire quelque chose d'optimiste, j'ai l'impression que les exposés mathématiques s'améliorent. C'est-à-dire que les gens font de plus en plus d'efforts pour être clairs, peut-être parce qu'il y a de plus en plus de mathématiques, de moins en moins de possibilités d'en faire. Donc, les gens font un effort et il y a une sélection qui se passe par les exposés aussi. Donc, les gens font des efforts pour rendre les exposés compréhensibles. On fait aussi des mathématiques pour partager ce moment. Donc, je pense que c'est aussi pour moi un des bilans de cette discussion, c'est qu'en fait, il faut, nous, en tant qu'orateurs, qu'on fasse un effort pour rendre l'exposé compréhensible parce qu'on ne peut pas, la magie du montage, elle est limitée. Voilà. OK. Alors, Guillaume, vous vouliez dire, rajouter quelque chose? Je suis en train de perdre ma pensée. Alors, je pense que le montage, ce n'est pas de la magie, mais c'est une question de temps. Si on passe du temps et qu'on prépare bien ça en amont, on peut arriver à faire des choses courtes, efficaces et qui atteignent vraiment le public auquel c'est destiné. Oui, en fait, je pense que le sujet, c'est est-ce que en aval, finalement, dans le montage, est-ce qu'on peut rattraper un exposé qui n'aurait pas été du tout préparé en amont? Non. OK, même si on est Martin Scorsese. OK, donc on ouvre un petit peu pour terminer sur les formes de collaboration. Alors, en particulier, à l'intérieur de Karma TV, on a voulu rajouter un premier pas vers ce qui serait quelque chose d'un peu communautaire à travers Matoverflow. Alors, peut-être il va falloir déjà qu'on présente Matoverflow à tout le monde, parce que ce n'est pas forcément un outil qui est utilisé par tout le monde. Et puis, un petit peu, quels sont peut-être les intérêts d'une telle plateforme et aussi les limitations. Alors, peut-être, David? Donc, pour dire rapidement ce que c'est que Matoverflow, c'est un site de questions-réponses consacré aux mathématiques, donc qui fait partie d'une plateforme plus générale, ou disons, il s'apparente à une plateforme plus générale qui s'appelle Stack Exchange, qui permet de poser des questions et des réponses sur un nombre faramineux de domaines entre les livres de Harry Potter, le droit et l'histoire, je ne sais pas. Et donc, Matoverflow, c'est celui qui est spécifiquement consacré à la recherche en mathématiques, parce qu'il y a aussi math.stackexchange.com qui est pour des questions de mathématiques plus élémentaires. Et donc, le format, c'est quelqu'un pose une question et n'importe qui peut poster des réponses à cette question et éventuellement des commentaires sur la question, des commentaires sur les réponses. Et puis, il y a un mécanisme de vote qui permet de donner des points, à augmenter la visibilité des questions ou des réponses. Et au fin de compte, la personne qui a posé la question peut sélectionner une réponse en particulier comme la réponse officiellement acceptée. Donc, il y a un petit mécanisme de points qui est censé motiver un petit peu les gens à poster des réponses. Et donc, même un petit peu, comment on appelle ça, la gamification. Donc, on peut recevoir des badges si on a posté une réponse qui était rapidement acceptée ou des choses comme ça. C'est assez ludique. Ce qu'on constate, c'est effectivement, ça marche très, très bien. C'est-à-dire que vraiment, on a des questions qui sont de très, très haut niveau, des réponses qui sont excellentes. Donc, vraiment, je vous encourage tous à aller voir Matoverflow directement ou via l'interface que Karma TV aura mis en place. On a besoin de plus de gens parce qu'il y a des domaines dans lesquels ça marche déjà très, très bien et vraiment, par exemple, en logique, en géométrie algébrique, dans des domaines comme ça, il y a énormément de contributions de très haut niveau. Il y a des domaines dans lesquels c'est malheureusement un petit peu encore des questions qui me semblent à moi excellentes ne reçoivent pas de réponse, donc c'est dommage. Allez voir si vous êtes spécialiste d'autres choses que les domaines que je viens d'évoquer. Et donc, ce qu'on constate, c'est vraiment que ça a marché. Il y a une dynamique sociale qui s'est créée, les gens se connaissent et on obtient des... Oui. Vous pourriez donner un exemple de genre de questions sans poser?
Ouais, écoutez, je vais sortir, sortir mon téléphone un instant, regarder un petit peu les dernières questions qui sont… Alors David, le temps que vous trouvez la question, peut-être, moi j'ai aussi une question. Est-ce que ça vous semble une plateforme assez fair-play? On a eu pas mal de discussions à l'intérieur de Karma TV, dans le sentiment qu'on avait parfois l'impression que ce n'était pas très inclusif, que ça pouvait être un petit peu le domaine de gens qui imposent par rapport à d'autres, ou est-ce que même une réponse maladroite Non, alors j'ai pas du tout l'impression. J'ai l'impression que vraiment, il y a peu de… Enfin, tout le monde ose poser ces questions, déjà. Ça, c'est une chose très importante, parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tous assisté à des exposés où on a une question à poser, mais on n'ose pas la poser parce qu'on se dit ça va être idiot. J'ai peur du jugement de tous mes pairs qui sont dans l'assistance. Alors, on pourrait se dire ça va être encore pire. On pourrait penser sur Mathomorphose, ça va être encore pire. C'est des gens qui vont voter sur la question et qui vont nous dire ah, c'est une mauvaise question. Et en fait, effectivement, au début, on est tous terrifiés. J'ai plein de collègues à qui j'essaie de convaincre de poser des questions sur Mathomorphose. Ils me posent des questions. Je leur dis mais pose la question sur Mathomorphose, c'est un excellent endroit pour la poser. Et souvent, ils n'osent pas. Mais une fois qu'on franchit le pas, on se rend compte que en fait, les questions sont vraiment très bien. Enfin, n'importe quelle question qui n'est pas, il ne faut pas dire stupide parce qu'il n'y a pas de questions stupides, mais il y a des questions qui n'ont pas, où la personne n'a vraiment fait aucun effort pour réfléchir un petit peu à l'avant par lui-même. Et celles-là, effectivement, sont assez mal reçues, et encore. Mais les questions sont vraiment très, très bien reçues. Il n'y a pas trop de questions actuellement. C'est-à-dire qu'on n'est pas en manque de questions, donc… n'importe qui, enfin les questions ont tout de suite une bonne visibilité. On n'est pas débordé par le nombre de questions et les réponses sont vraiment excellentes. Et je pense que les gens, quand on a une réponse, on est content de la poster, on est content de le montrer et il y a une certaine satisfaction à participer à ce truc. Donc ça… Je vous laisse peut-être chercher un exemple. Je donne quelques exemples de questions. Bon, je ne sais pas forcément les… Alors là, j'ai une question sur les… Je ne sais pas. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, beaucoup de questions, enfin, j'essaye de les comprendre, mais c'est parce que comme elles sont un peu longues, je ne peux pas non plus… Alors, les votes ne sont pas forcément… Ouais. Ah ouais, les questions, même ça, c'est pas forcément… Non, mais il faut donner des questions qui ont été postées récemment. Je ne sais pas, moi, est-ce que l'ensemble des fonctions, est-ce que C de 0,1, l'ensemble des fonctions sur 0,1 peut être recouvert par un ensemble fini, une partie, ponctuellement fini, c'est-à-dire que chaque fonction appartient à un ensemble fini d'ensemble, qui sont d'excentricité bornée, c'est-à-dire qu'il y a des constantes telles que chaque ensemble est compris entre une boule de rayon C et une boule de rayon grand C pour des C différentes. Moi, ça me semble une question très intéressante. Je ne suis pas du tout spécialiste, hein, mais… En tout cas, elles sont techniques. Voilà, c'est vraiment des questions techniques. Ce n'est pas des questions… on pose des questions qu'on aurait envie de poser à… David, le micro. Pardon. Si je peux rajouter une chose, il y a beaucoup de questions techniques de ce type-là, mais il y a aussi… Bon, moi j'aime beaucoup des questions du type quelqu'un peut m'expliquer l'idée derrière une notion. Et ça, c'est des questions où c'est très dur de trouver la réponse parce qu'on a honte de demander aux experts vous pouvez m'expliquer pourquoi on considère les suites exactes des groupes à la place que juste un homomorphisme entre deux groupes. Et tout le monde nous dit bon, on les considère parce qu'on les rencontre partout. Bon, à un moment, on s'habitue aux suites exactes, on dit très bien, ok, effectivement, on les connaît, on est capable de faire des calculs, etc. Mais là, il y a vraiment des gens qui essayent de donner des explications, moi je trouve assez profondes sur pourquoi on considère ce type d'objet ou pourquoi on donne telle définition plutôt qu'une autre. Donc moi je trouve qu'il y a un peu les deux. Il y a des questions très techniques, mais aussi il y a des questions plus sur l'intuition derrière certaines notions. Oui, effectivement, ça c'est un très bon exemple que j'oublie. Il y a des questions du style, quelqu'un demandait qu'est-ce que c'est que la torsion en géométrie différentielle. Est-ce que quelqu'un peut donner une explication intuitive de ce que c'est que la torsion? Et il y a eu plein de réponses qui étaient vraiment toutes excellentes, des façons de représenter visuellement ce que c'est que la torsion. Et moi, je n'avais jamais compris ce que c'était la torsion jusqu'à ce que je lise ces réponses, où d'un coup, j'ai compris plus que juste la définition. Et il y a encore un troisième type de questions qu'on peut mentionner, à part les questions vraiment techniques très pointues et les questions comme ça un petit peu intuitives, c'est des questions qui sont un peu ludiques.
des questions où on se dit, par exemple, une question, j'avais entendu, que toute fonction réelle admet, enfin, quelle que soit la fonction de R vers R, il existe une partie dense sur laquelle, telle que la restriction soit continue. Et ça, c'est une question, beaucoup de gens, quand on leur pose cette question, ils disent « Ah, mais c'est fabuleux, j'ai envie de savoir la réponse à ça ». Et ça, c'est aussi le genre de questions qui marche très, très bien sur Matos. Donc, c'est 3 types de questions, les questions techniques, les questions un petit peu intuitives, et puis les questions un peu ludiques. Et vraiment, pour les 3, ça marche super bien. Alors, il nous reste que quelques minutes, peut-être, on a dit qu'on ouvrirait aussi un peu le débat au-delà de MathOverflow et vers un futur peut-être un peu lointain, ou je ne sais pas, sur les nouvelles formes de collaboration. Alors, je disais que récemment, on a eu de beaux exemples de coopération, j'allais dire de la machine avec l'homme, que ce soit, il y a l'histoire que vous allez connaître de Peter Scholze et la preuve qui a été certifiée par un ordinateur. Et récemment aussi, à l'université de Sydney, ils ont eu des chercheurs qui ont fait tourner une machine pour trouver de nouvelles propriétés sur les polynômes par rapport aux nœuds. Peut-être, Ricardo, vous pouvez nous en dire un peu plus. Oui, bon, moi, j'ai participé au projet lié au théorème de Scholze. Donc, ce qu'on a fait, essentiellement, c'était de formaliser la démonstration d'un théorème très technique de géométrie algébrique. Donc, concrètement, l'ordinateur a vérifié que la démonstration qu'on a écrite est correcte en utilisant les axiomes des bases des mathématiques. Donc, bon, ça, c'est pas super intéressant en soi, mais par exemple, il y a plusieurs raisons pour faire ça. Une des choses que je pense que ça peut être lié à notre conversation d'aujourd'hui, c'est le fait que si un jour on arrive à formaliser au moins les énoncés des théorèmes, pas forcément les démonstrations, donc évidemment, ça serait bien de formaliser aussi les démonstrations, mais déjà, si on peut formaliser les énoncés, c'est-à-dire les écrire d'une manière extrêmement précise, qui est compréhensible par l'ordinateur, donc ça n'a rien à voir avec les écrire en LaTeX, par exemple, c'est-à-dire que l'ordinateur comprend vraiment l'énoncé. On pourrait imaginer d'avoir une base de données des énoncés. Donc, à la place de chercher sur MathSciNet un papier qui a les titres qui ressemblent un peu à ce qu'on cherche, on pourrait mettre l'énoncé précis, l'énoncé que nous, on a envie de savoir, est-ce que quelqu'un l'a déjà résolu, a déjà démontré cet énoncé. Et bon, évidemment, il faut déjà avoir une grosse base de données d'énoncés. Après, il faudra aussi là, je ne connais rien, mais de l'intelligence artificielle ou je ne sais pas quoi pour nous aider à faire la recherche. Mais c'est déjà quelque chose qui ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est pas encore aujourd'hui, mais arriver à formaliser les énoncés des maths avancées, c'est déjà faisable. Ce qui nous manque, c'est une grosse base de données. Mais c'est quelque chose que je pense que ça sera faisable en quelques années. Ce n'est pas une histoire de 20 ou 30 ans. C'est vraiment dans 2-3 ans, je pense. OK. Je pense qu'on est arrivé un petit peu au bout de cette heure qu'on voulait de cette discussion entre nous. On va ouvrir donc le débat à la salle et à Zoom. Alors, si vous avez des questions pour les orateurs et les oratrices ici. Hop. Alors, je vais faire le micro en même temps. Pardon. Ah oui, on va garder vous. Merci. Du coup, excusez-moi, mais j'ai interrompu votre enchaînement en posant la question. Donc, quel est le lien, quel est l'apport de MathOverflow dans la plateforme Karma.tv? Finalement, c'était la question que posait Christophe. Et j'ai l'impression que j'ai interrompu le processus de la réponse. Donc, peut-être vous pourriez développer un peu ce point-là. Non, David quel apport? Alors, dans l'interface, notre idée pour l'instant est simplement qu'à chaque vidéo est associé à un MathOverflow. Et quand on déclenche le MathOverflow, ça crée en fait un canal dans MathOverflow qui est dédié en fait à cette vidéo. Donc pour l'instant, l'interfaçage est minimaliste. À terme, personnellement, un de mes rêves derrière ça, c'est que l'auteur de la vidéo soit directement associé à ce canal Overflow. Et quand quelqu'un poserait une question par rapport à la vidéo, comme si c'était une question après un exposé, l'orateur ou l'oratrice serait là dans l'assistance pour y répondre parmi d'autres. Donc ça serait vraiment génial. Et j'imagine que c'est ce qu'on voudrait pour amener un petit peu l'aspect
qu'on déplore tous, hein, c'est-à-dire ce manque de pouvoir accéder directement à la source de l'information. Je crois qu'il y avait une question là-bas, au fond. C'est plutôt une remarque qu'une question. J'ai beaucoup filmé de réunions ici, dans cet amphi et ailleurs. Et on parle, vous avez très bien parlé de conditions générales de la rencontre de l'audiovisuel et des mathématiques. Mais il faut vraiment descendre dans beaucoup de détails pour arriver à trouver des modes de vie compatibles et ne pas en rester à des principes trop stricts. Une vidéo de 3 minutes, quand vous avez une conférence d'1 heure et demie, ce n'est pas compatible, il faut trouver quelque chose. Et le souci qu'avec des collègues depuis 35 ans, hein, nous avons eu, c'est d'essayer de se faire aussi discret que possible lors de captation, par exemple, tout en essayant de rendre le meilleur compte possible de l'exposé, en adaptant les conditions techniques comme on peut. Je ne vous dis pas ce que c'est ici, hein. Mais de laisser vivre les orateurs et les oratrices avec leur tempérament. Vous voyez, parce que les gens, ils ont quelque chose à raconter, mais à leur manière. Si on leur dit « tu dois faire ci, tu dois faire ça » à l'avance ou pas, pour certains, ça ne pose pas de problème, mais pour beaucoup, ça pose un gros problème. Ils continuent de vivre leur vie. Quand vous avez Adrien Douady devant un tableau, vous ne lui dites pas ce qu'il doit faire. Et s'il s'arrête pendant 30 secondes en regardant dans le vague, c'est comme ça. Vous voyez ? Et je pense que de la même façon, il est intéressant que les interactions entre l'auditoire et les personnes qui parlent soient également de la partie. C'est-à-dire que dans ces captations que nous avons pu faire avec mes collègues, on s'est donné aussi comme règle du jeu d'essayer de capter autant que possible un peu des réactions du public lui-même, dans l'instant même. Et restituer ça ensuite dans un film. Alors, on dit vidéo maintenant pour un peu tout. Je pense que le mot vidéo, c'est juste le nom d'un support. Mais maintenant, quand on dit une vidéo, on englobe un film de long métrage, un petit gag familial et des tas de choses. Vous voyez ? Il y aurait peut-être intérêt à spécifier les choses un peu plus précisément. Mais ça, c'est un détail. Et la présence du public et la manière dont le public saisit et qu'on puisse vérifier ce qui se dit, ce qui s'énonce et ce qui se montre, ça fait partie du jeu. Vous voyez ? Et si on peut en rendre compte pour des spectateurs ultérieurs, hein, d'un film, d'une vidéo, je pense que c'est assez utile. Je vais m'arrêter parce que je risque de bavarder, mais en tout cas, je trouve qu'on a besoin, comme vous l'avez déjà beaucoup spécifié, de beaucoup d'attention sur les différentes modalités qui sont inhérentes à la vidéo, à l'audiovisuel d'un côté, aux sciences et aux mathématiques de l'autre. Il faut qu'elles se marient détail par détail, pratiquement. Oui. Guillaume, vous voulez réagir ? Merci. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que vous dites, parce que dès le départ, moi, dans la mission que j'avais, quand j'ai, en 2013, commencé à faire des captations au CIRM, avec Patrick Foulon ici, c'était l'obligation aussi de filmer ces interactions et les questions du public, parce que ça paraissait indispensable. Mais pour bien faire ça, on n'échappe pas à des contraintes techniques. Si on veut avoir un échange, il faut faire circuler un micro. Si on veut capter le conférencier qui a son moment de pause ou qui ne dit rien ou qui est un peu perdu dans ses pensées avant de reprendre un raisonnement, il faut qu'il soit devant la caméra avec le tableau. C'est pas tout revoir, mais c'est des petites contraintes techniques qui font que la vidéo elle sera réussie sans imposer quelque chose de monstrueux à l'orateur. Et je reviens juste parce que je me suis peut-être mal exprimée sur les vidéos de 3 minutes. Je ne demande pas à ce enfin, je dis pas qu'il faut qu'un discours d'1 heure tienne en 3 minutes, c'est pas ça. C'est un discours d'1 heure. Enfin, moi-même, quand je regarde une vidéo et que je vois qu'elle va durer 1 heure, je ça va être long. Je sais. En fait, c'est juste de segmenter cette vidéo-là en courtes vidéos qui dureront pas plus de 3, 5, 10 minutes. Parce qu'en fait, c'est trop long, 1 heure à écouter. C'est comme si on vous disait regardez un film et retenez tout le film.
c'est pas possible en fait. L'apprenant, il a des limites cognitives qui sont les siennes, qui sont différentes selon les apprenants, d'autant plus. Et c'est juste, quand je dis 3-6 minutes, c'est pas le cours qui doit faire 3-6 minutes. C'est après, quand on propose la vidéo, même si elle dure 1 heure, au moins on leur dit, tiens, là, c'est la fin du chapitre. Là, et même toutes les minutes, certains ont réussi à faire, mais en fait, d'imposer des pauses, d'imposer un rythme différent de celui de la vidéo, parce que quand on regarde une vidéo à distance, que ce soit une vidéo qui est faite exprès pour du distanciel ou un cours filmé, en général, on est dans un autre contexte. On n'est pas en cours, on est chez soi, on a un temps prêt, et une vidéo d'1 heure, on ne met pas 1 heure à la regarder. Si on veut prendre des notes, si on veut bien comprendre. Donc, si déjà on voit que la vidéo est fait 1 heure, oh ben non, j'ai pas 3 heures devant moi, je ne peux pas la regarder dès maintenant. Donc, je pense qu'il y a aussi cette idée de segmentation. Voilà, c'est juste, je précise, c'est pas de faire rentrer tout en 3 minutes, c'était pas du tout l'idée. Je suis désolée si c'est mal passé comme message. C'est vraiment de prendre en compte que c'est trop long 1 heure en fait de vidéo. Oui, juste une réaction de Olga et après En fait, je pense qu'il y a les questions avec quel but on fait des vidéos de ce type. Ça peut être un but pédagogique. Donc, le but principal, c'est que les personnes qui regardent la vidéo apprennent quelque chose. Ça peut être un but émotionnel. On n'en a pas parlé, mais ces vidéos aussi, c'est une sorte de carnet d'adresses de mathématiciens et mathématiciennes. Ça fait aussi la représentation des scientifiques. Donc, par exemple, si on regarde une vidéo de Doadi ou de Yokoz, on a envie de comprendre les mathématiques qu'ils racontent, mais on a envie de rencontrer aussi des grandes personnes et avec leurs émotions, avec leur personnalité. Après, voilà, quel est le but? Est-ce que le but principal est pédagogique ou juste rencontrer une personne? Moi, je sais que les cours de Kolmogorov, ma mère, elle les a suivis à l'université, ils étaient incompréhensibles, ils parlaient au tableau. Donc, mais c'était le cours de Kolmogorov. Donc, il y a ça. Et puis, le troisième but, c'est de faire un beau film, c'est-à-dire avec plusieurs caméras, avec l'image qui est soignée, avec le récit qui se construit par-dessus le récit qui est le récit de la conférence. Donc, il y a les buts qui sont divergents. Je me demande, la plateforme Carmine, je pense que, en tout cas moi, en tant qu'utilisatrice, quand je me dis comment je vais l'utiliser, je pense que pour plusieurs, en tout cas pour les raisons 1 et 2, certainement, pour la raison 3, ça dépend, est-ce qu'il y aura des formats qui sont les formats de vidéos soignés. Mais je pense que quand on parle de ce genre de choses, on ne peut pas demander aux gens de couvrir tout cet aspect, en tout cas sans trouver les moyens derrière, parce qu'il faut des moyens pour faire quelque chose de soigné sur les 3 aspects. Ça serait un très grand but, en fait. C'est un travail en soi. Il y a un truc qui a été évoqué rapidement tout à l'heure qui va un peu à l'encontre de ce que vous disiez, c'est de regarder les vidéos en accéléré. J'avoue que ça m'est arrivé. Enfin, tout dépend ce qu'on veut en faire. Si on veut comprendre en profondeur quelque chose, on va plutôt faire des pauses, etc. Mais parfois, pour juste se familiariser avec un sujet comme ça, globalement, c'est très pratique de pouvoir regarder en accéléré. En particulier quand c'est des Français comme moi qui parlent un anglais un peu lent. C'est vraiment pratique de le regarder x2 ou quelque chose comme ça. Et je me souviens plus si dans Karma TV, pour l'instant, on a cette fonctionnalité. À un moment, c'était... Ouais, voilà, bon, c'est bon. Et donc, est-ce que vous avez un avis là-dessus sur le fait de regarder en accéléré? Oui, j'ai un avis. Effectivement, c'est possible quand on est déjà un peu expert du sujet et qu'on peut savoir ce qu'on peut faire. Et en fait, non. En l'occurrence, j'ai regardé en accéléré quelque chose que je ne connaissais pas, mais juste pour me faire une idée. Mais alors moi, si je regarde une vidéo de maths en accéléré, je ne vais pas avoir d'avis sur la vidéo de maths derrière. Et je vais dire, ça parle de maths. Je pense que c'est déjà quand on a une idée de ce qu'on cherche, c'est ce que vous dites, hein, je voulais juste savoir si ça allait parler de quelque chose qui allait m'intéresser ou pas. Quand on a une idée déjà de ce qu'on va chercher, c'est plus facile de faire ça, alors soit pour savoir si ça va nous intéresser ou pas, mais même dans le cours, quelqu'un qui est expert va pouvoir passer ce qu'il connaît déjà, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'expertise reversal effect. Quand on connaît déjà quelque chose et qu'on nous le réexplique, en fait, ça nous embrouille plus qu'autre chose. Et donc, cette possibilité de passer certains passages, en fait, d'adapter la vidéo à ses besoins et à ses capacités, c'est important. Et donc, de faire des pauses. Oui, on a beaucoup parlé des pauses, mais de pouvoir passer soit en accéléré, soit hop, on passe au chapitre d'après. C'est aussi important, c'est le pendant des pauses. Ouais. Et si l'idée, c'est pas d'apprendre, c'est de se faire une idée, ça peut, mais ça marche si on a déjà une idée de ce qu'on cherche. Annie Raoult, vice-présidente du SYMPA. Je pense que beaucoup de choses dépendent beaucoup du public auquel on s'adresse. Je pense que vous avez un point de vue assez
s'adresser à un apprenant qui est novice. Et je comprends très bien le point de vue aussi de Sylvie. Bon, par exemple, moi, j'ai assisté à une conférence où il y avait beaucoup d'exposés d'une demi-heure qui a été entièrement en ligne, une très grande conférence. J'ai trouvé très agréable aussi d'avoir les vidéos après, de pouvoir les re-regarder et m'arrêter sur les points. Bon, alors ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on a l'impression ici qu'on parle beaucoup d'avoir un bel objet. Un bel objet, le film d'un beau cours au tableau, dans un très bon environnement qui doit pouvoir être regardé plusieurs fois. Nous, on peut avoir d'autres objectifs qui sont de fournir rapidement, à un moment donné, un cours à des étudiants d'une école sympa. On ne peut pas trop demander aux enseignants qui viennent faire ce cours et on ne peut pas trop demander non plus à une équipe technique qui éventuellement pourrait filmer ce cours sur place. Et il y a un outil dont on n'a pas parlé, mais qui ne répond sans doute pas aux objectifs du bel objet, c'est la tablette. Et ça, c'est le cours fait sur tablette a un aspect très dynamique qui marche, qui remplace un peu le tableau parce qu'on voit l'orateur écrire et l'orateur peut repartir en arrière, redéfiler en arrière et dire tout à l'heure on a fait ça. Et pour l'efficacité en un temps donné, enfin à un moment donné, peut-être pas pour la conservation pour l'éternité, ça marche pas mal. Je vais peut-être réagir à ça parce qu'effectivement, c'est ce que j'ai moi-même commencé à faire l'an dernier à cause de la pandémie. J'ai donné mes cours sur tablette. Je me suis fait acheter une tablette graphique. Hein, et je continue cette année, même si on est complètement en présentiel, à faire mes cours. Au lieu d'utiliser un tableau noir traditionnel, j'utilise une tablette sur laquelle j'écris avec un vidéoprojecteur. Donc ça a effectivement certains avantages, c'est qu'on peut faire du copier-coller, on peut choisir, on a plein de couleurs alors qu'au tableau noir c'est rare, enfin, surtout que nous c'est des tableaux blancs, donc on a 3 couleurs si on a vraiment de la chance. L'inconvénient par contre c'est que l'espace sur lequel on peut voir les choses, alors je ne sais pas très bien comment ça se compare à un tableau noir filmé en vidéo, mais par rapport à un tableau noir sur lequel, quand on est vraiment dans l'assistance, sur une tablette, sur vidéoprojecteur, on a quand même un espace assez limité. Donc, même s'il y a la possibilité de revenir en arrière, le nombre de lignes, le nombre de mots qui sont, disons, simultanément lisibles sur l'écran me semble quand même beaucoup plus restreint que sur un tableau. L'avantage, par contre, c'est qu'à la fin, les élèves, ils ont droit aux notes qui ont été… Donc, ils ont un PDF complet de toutes les notes qui ont été faites, ce qui est un avantage par rapport à faire les choses au tableau. Donc moi, j'ai toujours pas, je demande de temps en temps à mes élèves leur avis. Les avis sont mitigés. Je vais essayer de faire des sondages à la fin de l'année pour savoir ce qu'ils en pensent par rapport à un cours complètement au tableau blanc. Je ne sais pas. Là, en ce qui me concerne, la question n'est pas tranchée de savoir si c'est mieux ou moins bien ou incomparable ou ça dépend des gens. On perd quand même l'aspect théâtral. Pardon ? On perd quand même l'aspect théâtral. En ce qui me concerne, c'est assez semblable en fait, parce que vraiment, donc cette année, là où je suis vraiment en présentiel, donc j'ai mon ordinateur devant moi, j'ai les élèves qui sont devant moi, je peux leur montrer des choses entre guillemets au tableau, c'est un tableau virtuel, moi je le fais avec ma tablette en bougeant mon stylet autour de trucs, je peux entourer des choses, je peux effacer, je peux surligner. Oui, mais on bouge qu'avec une partie du corps, je veux dire, contrairement au fait de marcher devant un tableau. Je bouge quand même pas mal les mains en faisant ça avec l'autre main, donc je pense que ça revient à peu près au même de ce point de vue-là. C'est plus l'aspect, qu'est-ce qui est conservé, qu'est-ce qui est visible simultanément. Alors, effectivement, l'avantage, c'est que je peux défiler en arrière, dire, voilà, je vous ai fait ça il y a 5 minutes, je reviens en arrière de quelques pas, vous voyez, j'ai fait ça, je peux le copier-coller, donc ça, c'est bien. L'inconvénient, c'est que ce qu'on voit simultanément à un moment donné au tableau, évidemment, est plus limité. Et puis, mon écriture est peut-être encore plus mauvaise sur une tablette que sur tableau, ce qui est aussi problématique. J'ajoute juste que ça permet aussi de changer de support. Enfin, on peut me faire défiler un cours qu'on écrit sur une sorte de papier quadrillé, puis hop, on peut passer et montrer un programme numérique en train de s'effectuer. Non, mais je pense que ce changement, petit à petit, il arrivera en conférence. C'est parce que ce changement va arriver petit à petit et ça va se développer dans les conférences. Parce que les mathématiciens commencent à s'en emparer, surtout avec la visioconférence, et on va le voir arriver dans les salles de plus en plus, je pense.
Mais personne, enfin, pardon, je dois d'insister, vous n'avez pas l'impression qu'on y perd une dimension de la performance? Ouais, je veux dire, on a quand même un engagement quand on est au tableau, qu'on est debout. Je ne sais pas, c'est pas comme quand on est assis derrière. Moi, je suis d'accord. Moi, quand je filme, je préfère filmer quelqu'un au tableau parce que c'est physique, il y a une action. D'accord. En fait, je crois que quand je suis au tableau, j'ai trop tendance à regarder le tableau plutôt que de me retourner vers l'assistance. Alors que si je suis sur mon portable en train d'écrire sur une tablette, je vois forcément l'assistance. Vraiment, j'ai les yeux sur eux et finalement, je pense qu'il y a plus d'interaction que si je suis sur un tableau où je me retourne de temps en temps, mais comme je suis timide, je ne me retourne pas trop en fait. Donc... Il y a le son aussi. Le son de la craie, moi, ce que j'aime bien quand on filme le tableau, c'est ah, il y a le stylet fait un petit bruit sur la tablette aussi. Emmanuel. Je peux dire juste une chose, je pense que ça dépend des orateurs aussi. Si l'orateur se sent libre et bien avec une tablette, il vaut mieux de ne pas le forcer à écrire sur un tableau. Et je pense aussi le fait que les formats sont différents, ça serait intéressant de voir les exposés différents. En fait, il y a des orateurs qui préfèrent des slides, il y a des oratrices qui préfèrent le tableau, ça dépend aussi du sujet. Donc, je pense qu'on n'aura pas un format d'exposé parfait. Donc, moi, je trouve que c'est chouette que chacun trouve ses outils, en fait. Mais Olga, vous, par exemple, quand vous faites des conférences, vous utilisez souvent les deux. Tableau, slide et vidéo diffusée en live. Oui, parce que, en tout cas, moi, quand je fais des conférences, j'ai besoin d'écrire au tableau. Moi, j'aime bien écrire au tableau, mais j'ai aussi des images à montrer, soit des vidéos à montrer. Donc, j'ai envie de les montrer sur l'image. Donc, pour vous, au montage, il faut passer du tableau aux images et ça marche très bien, j'ai l'impression. Emmanuel? Oui, non, moi j'avais une question sur finalement une discussion qu'on a eue quand on se posait des questions sur Carmin, et je pense qu'on n'a pas résolu. C'est donc, on a tout à fait conscience que les vidéos qu'on présente ont des niveaux de difficulté très différents et que c'est un élément important d'indiquer ce niveau de difficulté. Mais l'autre question qu'on s'est posée, c'est est-ce que la pertinence d'une vidéo est liée à la manière dont les gens l'ont regardée et l'ont appréciée. Et on s'est posé la question, est-ce que ça aurait un sens que les gens, en un sens, disent comment ils ont apprécié la vidéo et que le fait d'avoir apprécié la vidéo augmente la pertinence et la facilité d'apparition, ou c'est quelque chose de totalement inacceptable parce que ça veut dire qu'on est tous en train de évaluer nos collègues. Et cette question, on n'a pas vraiment tranché. Et donc, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion. Quelqu'un veut se lancer? Oui. Ça renvoie toujours au problème de qui regarde la vidéo, pourquoi. Un novice qui regarde une vidéo experte, il va la trouver nulle parce qu'il n'aura rien compris, alors qu'un expert pourra peut-être dire ah, c'est exactement ce qui me manquait, elle est géniale. À l'inverse, une vidéo beaucoup trop simple de base, un expert va dire oh, c'est bon, c'est beaucoup trop facile, il va la noter mal. Je pense que ça me manque peut-être d'informations juste de juger. Enfin, je n'ai pas du tout la réponse de quoi rajouter comme info, mais effectivement de dire bah là c'est plus niveau novice. Ne répondez que si vous êtes novice en fait. Ça ne sert à rien d'être un expert qui juge une vidéo novice. Et alors, il y a peut-être d'autres éléments encore à prendre en compte, mais ça, j'ai pas. Et oui, la question de juger la qualité des vidéos et des enseignements, je pense que au-delà des vidéos, même à l'université, moi, j'ai déjà été confrontée de voir les retours des étudiants sur les enseignements. C'est pas une question si simple que ça, je trouve. Parce que ça dépend des critères aussi qu'on prend. C'est intéressant parce que d'une certaine manière, vous dites peut-être que ce qui nous manquait dans notre appréciation, c'est qu'on devrait non seulement mettre une note, mais savoir qui met la note. Et peut-être en fonction de la personne qui met la note, mettre un filtre différent. Oui. Mais aussi sur la... Peut-être qu'au lieu de proposer de mettre des notes, effectivement, un système avec 5 étoiles, je pense que ce serait vraiment épouvantable. Donc ça c'est une très mauvaise idée. On peut proposer aux gens de cocher des cases s'ils ont trouvé que cette vidéo était particulièrement, et puis on met une petite catégorie d'adjectifs qui permettent d'expliquer ce qu'on a trouvé de bien dans une vidéo.
je pense qu'on n'a pas vraiment envie de mettre des adjectifs négatifs, mais on peut mettre des catégories dans lesquelles on a envie de classer la vidéo comme particulièrement intéressante pour tel type de public, ou particulièrement éclairante, particulièrement profonde, ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on pourrait éventuellement permettre aux personnes qui recherchent d'ajouter un critère où ils veulent trier en fonction de cet adjectif particulier. Ce serait une façon que ça ne soit pas un jugement. Je pense qu'il ne faut pas non plus être complètement. Ce qui est problématique avec le jugement, c'est si le jugement devient quelque chose de normatif. Mais là, si on est juste en train d'évaluer une vidéo comme ça, de la trouver particulièrement éclairante ou quelque chose comme ça. En tout cas, sur Math Overflow, je trouve que ça marche bien. Le système de notation, on pourrait se dire, effectivement, c'est terrible. Là, on est en train de se juger les uns les autres. On se met des notes, on se met des plus et on se met des moins. Les gens mettent rarement des moins sur Math Overflow. C'est surtout l'accumulation des plus qui fait un consensus. Et je pense que les gens le ressentent très bien. Y a pas ça ne crée pas une pression, une sorte de pression sociale. On sentirait mal, quoi. En tout cas, moi, je n'ai pas cette impression. Moi, je me souviens quand je regardais beaucoup de films, quand j'avais 20 ans, j'étais sur le site russe qui maintenant n'existe plus. Et là, la façon de noter des choses, c'était qu'on pouvait noter les films qu'on aime bien, sur 10, disons. Et après, ce qui nous était conseillé, c'est ce que les gens qui ont vu et aimé les mêmes films que nous, ce qu'eux, ils ont regardé. Et les profils étaient, je pense, ouverts. C'est-à-dire que moi, Olga, j'aime 8,5, j'aime, je sais pas, Tony Erdmann, etc. Et donc, je sais les gens qui aiment 8,5, ce qu'ils aiment. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, mais ça pourrait être aussi ça. Si moi, j'aime bien le cours d'Arnold sur les petits dénominateurs, alors je suis envoyée sur le cours de Yukos, par exemple. Je me demande, ça pourrait être une possibilité. Après, je ne sais pas quels sont les buts de la plateforme Carmine. J'ai l'impression que ce n'est pas juste une archive, c'est quelque chose de laquelle la communauté devrait s'emparer. Donc, ça serait logique de donner aux gens la possibilité de donner leur avis ou de se prononcer sur les vidéos. Après, une autre chose possible, ça pourrait être une sorte de bibliothèque d'or de Carmin ou quelque chose comme ça, où il y a certaines vidéos qui sont considérées dans notre communauté comme les vidéos clés, je ne sais pas, Thurston qui traverse un nœud. C'est la vidéo géniale et on est tous d'accord. Donc, il y a des vidéos comme ça aussi. On va prendre, il y a quelques questions qui ont été posées sur le chat. Donc, Maria, est-ce que… Il y a deux questions. Premièrement, comment Carmin TV s'assure-t-il de la qualité des contenus? Est-ce qu'il y a un comité éditorial? Donc ça, c'est une question pour nous. Pascal, par exemple, est-ce que tu veux… Alors, comment dire, dans l'absolu, oui, il y aura un comité éditorial. En tout cas, l'idée, c'est effectivement pour l'instant, ce qui s'effectue au niveau des instituts, c'est que chacun fait un tri en connaissance de cause sur ce que doit contenir Carmin et ce que ne doit pas contenir Carmin TV. À terme, il y a aussi pas seulement la question de la qualité du contenu, il y a aussi la question ce que vous disiez, Olga, ça rejoint un petit peu ça, de qu'est-ce qu'on met en avant, comment est-ce qu'on les regroupe, quelle collection on crée. Et ça, c'est un vrai travail qui est compliqué parce que ce n'est pas simplement d'avoir quelqu'un qui a un avis sur la question, c'est quelqu'un aussi qui connaît la plateforme. Alors, la plateforme a à l'heure actuelle plus de 4000 vidéos. Il y en aura encore, on en rajoute chaque jour. Donc, c'est un vrai travail qui demandera certainement une collaboration, non seulement entre le comité éditorial, mais aussi les bibliothécaires, la documentation, etc. Donc, oui, il y a du boulot, mais à terme, oui. Et une autre question, quels sont les moyens techniques nécessaires pour stocker les données de Carmin TV?
Bonjour, j'ai travaillé sur le site Carmin TV en fait. Les moyens techniques nécessaires, aujourd'hui la plateforme elle est calibrée pour accueillir à peu près 20 instituts, avec 2 fois plus de vidéos pour chaque institut que ce qui est prévu aujourd'hui. Donc elle peut très bien être extensible. Alors, ce n'est pas moi qui m'en occupe, c'est François à l'IHES. Mais voilà, il n'y a pas de limite, en tout cas théorique, au nombre de vidéos à accueillir sur la plateforme. Après, juste j'en profite pour rebondir là-dessus. Aujourd'hui, tout à l'heure, on parlait de YouTube et on parlait des avantages de la plateforme Carmin par rapport à YouTube. Il y a l'informaticien du CIRM nous avait parlé d'une solution open source qui s'appelle PureTube, c'est ça? PeerTube. PeerTube. Mais du coup, ça nécessite la mise en place de serveurs de streaming. Non? Et c'est vrai que je dirais même, c'est pas, bon, les conditions d'utilisation de YouTube ont changé. Et maintenant, ils ont le droit de placer de la pub où bon leur semble. Du coup, le risque, c'est de se retrouver avec des vidéos Carmin TV, avec de la pub sur des plans obsèques, enfin des choses improbables. Mais c'est vrai, en fait, je l'ai remarqué récemment, même sur les vidéos qu'on a du sympa, la pub a commencé à faire son apparition. Donc, il faudra… Et en fait, ce n'est pas si compliqué que ça, hein, parce que vu l'audience, je veux dire, à un moment T qui est sur les plateformes, je pense que les serveurs, on pourrait très simplement mettre notre lecteur à nous et diffuser les vidéos à partir de notre lecteur à nous. Donc, ce n'est pas une solution qui serait compliquée. Pour l'instant, il y avait quand même… Pourquoi est-ce qu'on a utilisé YouTube, hein? C'était simplement une question aussi de faire connaître Carmin TV. Voilà. Mais à un moment, peut-être il faudra basculer. Ouais. OK, voilà, nous sommes arrivés… Non, il y avait 2 questions, oui, il me semblait. On est arrivé au bout de cette table ronde. Vous prie de vous joindre à moi pour remercier les intervenants et intervenantes de cette table ronde. Voilà, et donc un non-cocktail vous attend maintenant à l'extérieur. En tout cas, j'étais ravi de vous voir ici et j'imagine que c'est également le cas de la directrice et des directeurs des autres instituts. Et on ne peut peut-être pas avoir de cocktail, mais on peut peut-être, si vous voulez rester et discuter un petit peu, c'est possible. Bonne soirée.